Bernard, dans la deuxième partie, on parle de la conscience critique dans l'étude. Et comme le sujet auparavant, la pollution mentale, est extrêmement intéressant, est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne qui développe une conscience critique est plus en mesure de faire face à la pollution mentale? La conscience critique, c'est très important parce que la conscience critique, ça nous rapporte toujours à nous-mêmes. Mm-hmm. Un homme là, qui a une certaine conscience critique, là, puis qui fait face à une pollution quelconque, il est toujours rapporté à lui-même. Mm-hmm. La conscience critique, quand c'est très développé, la conscience critique, ça équivaut un petit peu à une capacité voyante. C'est comme si tu es capable d'aller chercher dans une vibration de la voyance. Mm-hmm. Fait que c'est quasiment un phénomène de radar. Tu peux jamais être magnétisé quand tu as une conscience critique. Mm-hmm. La fonction, d'ailleurs, l'éventuel but de la conscience critique, c'est que l'homme, en l'ayant, sera plus magnétisable. Donc, à ce moment-là, l'homme risquera plus d'être pollué par des pensées ou par les atmosphères qui font partie des différentes races. C'est comme si sa conscience critique va être tellement avancée à un certain moment donné qu'il va pouvoir mesurer tout par vibration. Donc, que tu rencontres un Chinois qui a un psychologisme différent d'un occidental, tu rencontres un Russe, tu rencontres un Arabe, un Juif, un Italien, un Français, l'homme va avoir c'est comme si un sixième sens, à cause de cette vibration-là qui fait partie de sa conscience vibratoire. Donc, mais ça, c'est cette conscience critique-là, pour la développer, il faut être de plus en plus à l'écoute de soi, toujours à l'écoute de soi. Aussitôt qu'on perd l'écoute de soi, on perd l'accès à cette conscience critique-là. Mm-hmm. Puis être à l'écoute de soi, là, quand je parle de l'écoute de soi, je parle pas dans un sens spirituel du terme. L'introversion. Wow, c'est pas ça que je veux dire. L'écoute de soi, ça veut dire ramener toute la pollution par rapport à soi. Tout évaluer par rapport à soi. Comme si vous me parlez, je vais toujours évaluer ce que vous me dites par rapport à moi-même. Fait qu'à ce moment-là, dans un sens, respectueusement parlant, je m'empêche d'être pollué par vous. OK. Comprenez-vous? Parce que ce que vous me dites, je vais l'évaluer par rapport à moi-même. Tandis que si je n'avais pas de conscience critique, à ce moment-là, je me laisserais magnétiser par vous, je perdrais de l'identité. OK. Ça voulait dire que toute forme de magnétisme venant de l'extérieur, c'est-à-dire tout élément qui nous magnétise nous fait perdre de l'identité. Tout élément, toute forme de magnétisme nous fait perdre d'identité et nous assujettit automatiquement à la domination d'un autre esprit, ce qui est très très mauvais. Mm-hmm. Quand on est entre amis ou quand on est dans des relations humaines qui sont sympathiques ou affectives, il n'y a pas tellement de problème, mais quand on est dans des relations humaines où les lois de territorialité s'imposent, à ce moment-là, on peut facilement être en danger. Mm-hmm. Donc, l'homme ne peut pas se permettre d'être magnétisé par l'homme. Il faut qu'il soit dans son identité. Et c'est ça que la conscience critique donne. Et c'est pas facile de développer la conscience critique parce que, puisque il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations, de désinformations sur la Terre à tous les niveaux, dans les systèmes matériels profanes comme dans les systèmes spirituels et philosophiques, métaphysiques ou occultes, que ça devient difficile pour l'homme d'avoir ou d'exercer son droit très très unique, de regarder dans la chose et de l'évaluer par rapport à lui. On a tendance à regarder la chose, point final, et de se l'accaparer, la chose, au lieu de regarder dans la chose et de l'évaluer par rapport à soi. Nous, d'abord, étant la grande chose. Okay. C'est l'homme lui-même, dans son caractère unique, qui est la grande chose. Donc l'homme n'a pas à regarder la chose et à aller se l'accaparer. Faut qu'il regarde dedans. Faut que ça fasse son affaire. Sans ça, il est magnétisé par la chose. C'est ça le problème de l'homme. Ça fait partie de la pollution du mental. On dit souvent d'une personne qui a de l'identité qu'elle est magnétique. Est-ce que être magnétisé par quelqu'un qui a de l'identité, c'est moins dangereux qu'être magnétisé par quelqu'un qui est trop dans la personnalité? Là, je peux pas entendre votre question parce que il y a d'autres choses que je voulais vous dire, fait que mon mental, mais je reviens à votre question là, dans une minute.
Il y a une personne en France, une grande personne, un grand bonhomme en France, qui a dit, ça c'est venu à mes oreilles, qui a dit qu'il voulait faire un œuvre sur le silence. Il voulait écrire un œuvre sur le silence. Alors, quand c'est venu à mes oreilles qu'il voulait écrire un œuvre sur le silence, la vibration m'a mis en opposition avec ça. L'esprit critique. La conscience critique. La conscience critique. Puis à ce moment-là, mais j'ai dit, mais ça n'existe pas le silence. Le silence, c'est simplement l'aspect astro-spirituel d'une très très grande voyance intérieure, d'une grande communication mentale. Ça n'existe pas le silence. Puis, ça pour dire qu'une fois que l'homme a de la conscience critique, il ne peut plus se faire dire des choses puis les prendre comme ça. Si j'avais pas eu de conscience critique, ce grand bonhomme-là, que je respecte énormément, qui est un des grands exégètes en France, aurait dit, bon ben, je vais écrire un œuvre sur le silence, je ne l'aurais pas apostrophé. Il aurait fait son œuvre, il aurait dit ses chars. Alors que là, en disant, le silence, ça n'existe pas. Puis en développement l'idée de ça, à ce moment-là, ça l'a amené à ne pas écrire l'œuvre. Ah ouais? Oui. Fait que, c'est très très important de comprendre l'esprit critique. Et on l'a tous, l'esprit critique. Et l'homme l'aura à un niveau très très développé un jour. Par contre, pour pouvoir dire à un homme, bon ben, ça n'existe pas le silence. Quand le concept du silence est un concept presque universel et qu'il convient presque à toutes les politiques spirituelles de la Terre, tu es dans une situation presque seule, de grande solitude par rapport à une sorte de pollution spirituelle. Tu es obligé de faire sauter cette forme-là si tu veux aller plus loin dans la libération de ton propre rayon d'énergie. Donc à ce moment-là, ça demande pour un être qui veut exercer ce droit-là à la conscience critique, ça demande un grand focus mental, pas d'émotion dans le mental. Il faut que tu sois réellement là, dans ta vibration, dans ton énergie. À ce moment-là, l'homme a de la conscience critique. Mais la raison que je vous donne cet exemple-là, c'est pour vous démontrer que l'homme découvrira un jour que les niveaux de pollution sur la Terre peuvent être très sophistiqués, comme le silence. Puis, ça peut être très près de la vérité. C'est exactement. Puis à ce moment-là, mais si l'homme n'est pas suffisamment pas suffisamment de critique, de conscience critique, donc techniquement de critique absolue, il demeure presque complice à la pollution spirituelle de la planète. Puis c'est ça que l'homme conscient, éventuellement, s'invitera à éliminer, à laisser. OK. Est-ce que l'homme conscient, lorsqu'il met en mouvement ou en vibration, finalement, sa conscience critique, a toujours un objectif? Non. Dans une conscience critique, il n'y a aucun objectif. La conscience critique, ça fait partie du processus créatif qui résulte du lien de l'esprit avec l'âme. Autrement dit, plus l'âme est dégagée de la mémoire, moins l'âme est astralisable, plus l'esprit peut pénétrer et mettre l'âme en vibration. Et à ce moment-là, l'ego au niveau du mental, autrement dit l'humain, si vous voulez, est capable de transposer dans sa réalité des principes, donc des aspects d'une science qui est universelle, puis de s'instruire lui-même de quelque chose. Si l'homme n'est pas suffisamment traversé par sa propre lumière, donc son esprit, parce que l'âme est trop puissante, parce qu'il est trop spirituel, à ce moment-là, il ne peut pas développer de conscience critique, donc il ne peut pas, ultimement, faire vibrer cette conscience mentale qui est capable d'être absolument critique. C'est très important pour un être humain d'avoir ou d'accéder un jour à la critique absolue. Dans l'évolution, on ne nous a pas permis d'accéder à la critique absolue parce que on était toujours piégé par le principe du vrai et du faux, la relativité des valeurs, et ainsi de suite. Mais un jour, l'homme va entrer dans des plans de conscience mentale où la vérité, où le vrai et le faux seront totalement dominés par le réel. Quand le vrai et le faux seront dominés par le réel, le vrai et le faux, en tant qu'expression extraordinaire de la conscience planétaire,
soit totalement éliminé, et l'homme rentre dans la genèse du réel. L'homme pourra connaître les mystères, l'homme pourra comprendre les mystères, l'homme pourra s'inviter lui-même à la table de sa propre conscience, c'est-à-dire définir la réalité par rapport à sa fusion, donc définir la réalité par rapport à des niveaux d'intelligence qui ne sont pas planétaires, qui ne sont pas basés sur l'expérience de l'humanité, qui ne sont pas basés sur la mémoire de la race, qui ne font pas partie du karma de la race, du karma de la nation, et l'homme sera libre. C'est ça la conscience supplémentaire. Finalement, l'homme entrera dans ce qu'on appelle la conscience des cellules, où l'homme aura la capacité, à cause de son mental totalement éveillé, de faire vibrer les séquences subtiles, et il fera vibrer ces séquences subtiles-là jusqu'au niveau du cellulaire, c'est-à-dire qu'il pourra électrifier son être sur le plan matériel et ne jamais être pollué par des atmosphères qui font partie de son expérience planétaire. Un des éléments de pollution qu'on connaît dans notre expérience humaine, en tout cas qui est très près de notre quotidien, c'est les effets quasi constants de la critique de l'extérieur sur notre personne, sur nos agissements, sur nos décisions. On est pollué radicalement par toute cette critique, cette continuelle forme de jugement sur notre être. Et un individu qui développe son centre de gravité est obligé de confronter ça. Est-ce que deux êtres conscients échappent à cette critique de leurs agissements, de leur processus décisionnel? Vous voulez dire deux êtres conscients entre eux? Est-ce que deux êtres conscients, là, disons, qui ont un agissement qui diffère de celui de l'autre, là, parce qu'il y a des fonctions qui peuvent être différentes, est-ce que ces êtres-là peuvent échapper à cet effet d'évaluation, de jugement et de critique qui n'est pas conscient? Bon, mais ce qui se produit chez deux êtres conscients, c'est qu'au lieu de faire la critique subjective dont vous parlez, et ce qu'ils vont faire, ce sont des études. Mais ça prend du temps, une étude. Oui, ça prend du temps parce qu'une étude, ça demande une capacité de l'ego de pouvoir ajuster suffisamment la parole pour que l'autre qui la reçoive d'une façon créative. Autrement dit, on peut dire n'importe quoi à un être humain si il sent qu'on lui dit une chose pour éclairer la chose. Donc, au lieu de le juger. Parce que c'est évident que deux êtres conscients, bon, chez deux êtres conscients, il y en a toujours un qui est plus conscient que l'autre. On n'est pas des livres de beurre, hein, bon. Donc, il y en a toujours un qui est plus conscient que l'autre. Puis souvent, surtout chez des êtres qui sont très conscients, celui qui est plus conscient que l'autre va atteindre des registres de conscience tellement subtils, précis, très très précis, que s'il parle à l'autre, à ce moment-là, il peut facilement faire des études de l'autre. Mais la vibration est tellement éthérée, il y a tellement plus de personnalité là-dedans, c'est tellement plus d'ego, c'est tellement transparent qu'à ce moment-là, ça devient intéressant pour l'autre d'écouter ce que l'autre a à dire de lui, parce que l'autre fait une étude. Fait que si on bénéficie d'un être qui est capable de faire une étude objective de soi, à ce moment-là, on grandit très vite en conscience parce que cet être-là a la capacité de presque de changer notre vibration et automatiquement de nous mettre sur un mouvement de conscience personnelle qui va nous amener facilement à voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir pendant des années de temps. Mais ça, c'est des études. Il va falloir que l'homme, un jour, soit capable de faire des études, et quand l'homme fait des études, à ce moment-là, l'homme ne fera plus de jugement. Dans l'évolution, on juge. Quand on parle de quelqu'un, on juge l'autre. Parce que quand l'homme sera conscient, il ne va pas juger l'autre. Tu ne peux pas juger un homme quand tu es conscient, mais tu es capable de faire une étude. Ça, c'est comme si ta voyance, elle passe, elle transperce. Ta lumière, elle passe à travers l'âme. Puis l'âme n'est plus capable, parce qu'elle est suffisamment transmutée, l'âme n'est plus capable d'animaliser cette vibration-là. Donc là, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus d'ascendance. Ouais, il n'y a plus d'ascendance. Puis c'est intéressant d'entendre quelqu'un nous expliquer. C'est merveilleux d'entendre quelqu'un nous expliquer. Mais il faut que ce soit réellement là, très, très clair, net. Il ne faut pas qu'il y ait d'ego. Il faut qu'il y ait de la transparence. Fait que l'homme fera d'études, il ne passera plus de jugement sur l'autre. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que deux êtres puissent faire une étude? Ce qui empêcherait deux êtres de faire une étude, ce serait leur inhabilité d'accéder à un certain taux vibratoire. Autrement dit, ces êtres-là auraient plus une conscience psychologique qu'une conscience psychique. Donc, ils seraient plus dans la critique que dans la conscience. Ils seraient plus dans la critique subjective que dans l'étude.
dans l'évaluation à partir de leur conscience, du plan mental. Donc, est-ce qu'il y aurait danger de se polluer mutuellement? À ce moment-là, il y a une pollution mutuelle, oui. OK. Donc, c'est un tout ou rien, si je comprends bien. Ou tu es dans une conscience critique, puis là, tu t'aides l'autre à voir clair, ou tu tombes carrément dans le jeu de la critique, puis tu pollues plus l'autre dans sa perception de lui-même. Oui, c'est un tout ou rien. Par contre, c'est un processus. Il y a un temps. L'homme ne peut pas passer d'une conscience psychologique à une conscience psychique de même, là, tu sais, à moins de vivre une fusion instantanée. Donc, l'homme passe d'une conscience psychologique, graduellement, il en arrive à une conscience psychique. Okay. Est-ce que dans la conscience, on va dire critique psychologique, il y a quelque chose de valable à retirer là-dedans? Dans la conscience psychologique, critique psychologique, en réalité, il n'y a rien de valable parce qu'il n'y a rien de réel. Donc, tout est des informations. C'est toute la désinformation. Parce que c'est basé sur l'évaluation? Parce que c'est basé sur une perception qui est toujours en fonction de soi-même. Ben, vous avez dit tout à l'heure que... En fonction de soi-même, le soi-même, l'ego. C'est pas en fonction d'une lumière. C'est en fonction de l'ego. C'est de la territorialité. Je vais vous donner un exemple. Bon, si on va être créatif, on peut dire facilement, M. Daniel Ménard, c'est un homme très intelligent. Bon. Pour un ego de dire M. Daniel Ménard, c'est un homme très intelligent, c'est pas évident. Parce qu'en disant que M. Daniel Ménard, c'est un homme très intelligent, c'est comme si, soit qu'on le flatte, ou soit qu'on a peur de lui, ou soit qu'on veut y attirer des faveurs. Alors que si on est dans une conscience critique, et qu'on dit, bon, M. Daniel Ménard, c'est un homme très intelligent, c'est une évaluation vibratoire, c'est vibratoire. Ça n'a rien à faire avec la personnalité, c'est l'esprit à travers l'âme, donc la personne qui étudie l'homme. Donc, en étudiant l'homme, on voit qu'on dit, bon, ben, l'homme est très intelligent, mais il y a de la transparence là-dedans, c'est plus de l'ego pour une raison ou une autre. Alors, on n'arrive pas à cette conscience critique-là, objective, facilement, parce que on est quand même des êtres terrestres, on est des êtres insécures, on est des êtres... on est beaucoup d'âme, on est beaucoup de mémoire, on est beaucoup d'insécurité, ainsi de suite. Mais si quand l'homme aura dépassé ça, et que l'homme sera capable de faire des études, de l'homme dit, bon ben, lui c'est un être très intelligent, cette personne-là c'est un être telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. À ce moment-là, tu tombes dans ce que j'appelle le non conflictuel. C'est l'étude de l'esprit, c'est l'esprit. Fait que si tu vas par en dedans, tu dis, c'est vrai que Daniel Ménard est très intelligent, ça veut dire oui. Puis si tu vas encore par en dedans, tu dis, ben, il est-tu si intelligent que ça? Ça veut dire, il est très, très intelligent. Puis si là, tu veux jouer, puis tu dis, ben, il est-tu plus intelligent que moi? Ça veut dire, chacun son intelligence. Chacun sa sorte d'intelligence. Fait que l'esprit, c'est toujours objectif. C'est ça, c'est jamais comparatif. C'est plus comparatif. Fait que l'ego, il est pas capable d'aller chercher une basse vibration et dire, bon ben, il est-tu plus intelligent que moi? Parce que là, tu tombes dans la subjectivité. L'esprit ne répond pas de même. L'âme, oui. L'âme va dire, ouais, il est plus intelligent que toi, ou tu es plus intelligent que lui. Ça, c'est l'âme, du territoire. Il y a une game qui joue, l'astral. Tandis que l'esprit va dire, chacun son intelligence. L'esprit ne répond jamais comme l'âme. L'esprit ne répond jamais comme les entités astrales. OK. L'esprit déjoue toujours l'ego. Quand tu es habitué à ça, mais là, ça commence à être intéressant de savoir, ben, comment est-ce qu'il est monsieur ici? Comment est-ce qu'il est ici? Comment est-ce qu'elle est madame une telle? Fait que là, tu commences à avoir une évaluation objective de l'âme, donc tu commences à faire des études. L'instinct, on parle souvent d'instinct animal chez l'homme. Est-ce que l'instinct en soi, c'est de la pollution d'âme ou c'est quelque chose qui doit se brûler au cours d'une conscientisation? L'instinct, c'est perverse parce que ça fait partie de la conscience animale. Ouais. C'est très important l'instinct parce que ça sert à des niveaux inférieurs, puis au niveau des mécanismes de défense, c'est très utile. Mais si on regarde l'instinct en tant que paramètre d'investigation de la réalité, c'est très perverse parce que l'instinct ne peut pas donner à l'homme la mesure de sa lumière. L'instinct va toujours chercher à garder l'homme dans l'astral. L'instinct va toujours chercher à garder l'homme dans des registres de conscience
où s'entretient l'ambition, la crainte, la peur, l'oisiveté, L'instinct est totalement en collision avec la personnalité, alors que l'intelligence intégrale, la critique absolue, la conscience critique, traite pas dans ces registres-là. Ça ne traite pas avec les registres de l'instinct. C'est l'intelligence intégrale. Donc, si je comprends bien, l'évolution d'un individu, elle est accessible à la vibration quand il a brûlé ses instincts. L'évolution de l'individu est proportionnelle à la transmutation de séquences subtiles, ce qui équivaut à brûler ce que vous appelez des instincts, qui sont techniquement des registres de l'âme, à différents niveaux, là, mais des registres. Tout ce qui est instinct, ça fait partie de l'âme. Ça fait partie des mémoires, ainsi de suite. Il y en a des aspects qui sont utiles, que l'homme peut conserver pour des raisons de défense, mais il y a des aspects qui sont totalement inutiles et qui sont, sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan philosophique, sur le plan des idées, extrêmement retardataires, parce que l'homme se protège au niveau animal par rapport à des forces purement animales, comme un lion qui arrive devant toi ou un chien enragé, ok, les instincts. Mais que l'homme se protège par rapport à l'homme avec une extension de ces instincts-là dans des sphères sociologiques, dans des sphères philosophiques, dans des sphères spirituelles, dans des sphères religieuses. Le juif qui se protège contre l'arabe ou l'arabe qui se protège contre le juif. À ce moment-là, ça devient très, très néfaste parce qu'on tombe dans des états seconds, souvent de fanatisme, on tombe dans des guerres de territoire, on tombe, dans le fond, dans des consciences expérimentales tellement aveuglantes que ça fait partie de ce qu'on appelle la conscience planétaire de l'ego. Un jour, l'homme veut sortir de ceci et rentrer dans une conscience intégrale, c'est-à-dire une conscience qui est capable de composer avec des instincts pour des mécanismes de défense, là où l'œil est plus vite que la main ou la main est plus vite que l'œil, mais quand tu tombes dans des régions là, où l'esprit doit fonctionner, la philosophie, la pensée, l'idéologie, là, l'homme a besoin de mettre de côté ses instincts puis devenir un petit peu plus réel. Si je comprends bien, on n'a rien contre le phénomène de l'instinct à condition qu'il reste dans des registres physiques ou vitaux, mais quand ça s'en va dans des domaines qui touchent l'intellect ou le mental, comment l'individu peut conserver le caractère, je dirais, nécessaire de l'instinct là, pour se protéger du froid, ces choses-là, et s'en dégager pour les ressources mentales? Au niveau, en éliminant la crainte. C'est la crainte. Ouais. Si l'homme utilise la crainte au niveau instinctuel dans des registres de vie inférieurs, c'est normal. Tu t'en vas dans le jungle, mais il faut que tu te protèges contre les lions. Mais si l'homme, en relation avec l'homme, garde la crainte, qui est un instinct, garde la crainte, qui est un instinct sophistiqué, très très sophistiqué, à ce moment-là, ben, l'homme ne peut plus développer par rapport à l'homme des mécanismes de conversion de son énergie suffisamment sophistiqués pour pouvoir entretenir la critique absolue ou même développer l'étude. Fait que si moi je rencontre des Japonais ou si je rencontre un Chinois ou si je rencontre un Arabe ou si je rencontre quelqu'un d'Allemand, là c'est évident qu'à cause de ma patience puis ma voyance, je suis capable de faire des choses puis de faire une critique absolue de ces races-là sans troubler les esprits. Parce que maintenant, je suis habile à réellement contrôler mon énergie. Mais si j'avais pas cette capacité-là de le faire, mais à ce moment-là, ces individus-là ne pourraient pas bénéficier d'un autre taux vibratoire. Parce que j'aurais trop d'instinct, il y aurait trop de territorialité, je ne serais pas suffisamment mental pour pouvoir amener à l'homme, donc à la 5e race racine, des éléments qui pourraient le libérer de son karma planétaire. Donc, est-ce que c'est l'instinct qui rend l'individu raciste? Oh, ça c'est intéressant. Oh. Ce qui rend l'individu raciste, il y a 3 ou 4 réponses à ça. Ce qui rend l'individu raciste, c'est son incapacité, premièrement, de séparer sa réalité sociologique d'une réalité sociologique inférieure avec laquelle il n'y a rien à faire. Autrement dit, si je vous donne un exemple, parce que c'est bien sûr. Supposons que je vis dans un environnement qui est à la mesure de ma civilité ou de ma civilisation. J'ai une maison, je mets des petites fleurs, belle structure, c'est propre.
Puis à ce moment-là, il y a un individu qui vient d'une autre race, qui n'est pas habitué à des petites maisons, des petites fleurs. C'est pas des petites maisons, des petites fleurs. C'est pas leur affaire. Ça, c'est notre affaire. C'est mon affaire, ça. Je fais partie d'une race qui aime ça mettre des petites fleurs, des petits borets blancs, justement. Fait que l'autre, il arrive, puis il loue la maison à côté. Puis lui, mais c'est pas des petites fleurs qui l'intéressent. C'est un petit peu de fumier. Il y a d'autres choses. Ouais, à ce moment-là, si je suis pas assez intelligent pour déménager, là, je vais devenir raciste. OK. Si je suis assez intelligent pour déménager, parce que j'ai bien des places, à ce moment-là, je laisse la chance à lui de vivre son rêve. D'ailleurs, il va amener sa famille, puis ses cousins, puis ça se développe, cette affaire-là. Fait qu'un jour, ça va être un des petites merdes autour. Fait qu'un jour, il va falloir que je déménage oui. Ouais. Mais si je déménage tout de suite, à ce moment-là, je m'empêche de faire beaucoup d'angoisse. Oui, mais vous êtes arrivé le premier. Arriver le premier, ça n'existe pas. C'est de la territorialité, ça. Bon, okay. Vous ne pouvez pas empêcher le mouvement expansionniste matériel des humanités. Okay. À ce moment-là, tu déménages. Il y a toujours de la place. Quand il n'y a plus de place à venir, on ira sur la Lune, on ira sur Mars. Il y a toujours de la place. Mais il faut que tu sois assez intelligent pour déménager. Déménager, d'ailleurs, la capacité de déménager, le choix de déménager, l'avantage de déménager, le pouvoir de déménager, c'est probablement un des grands aspects de la liberté humaine sur la Terre. Si tu ne bénéficies pas de ça, si tu ne veux pas déménager parce que t'es pogné dans les lois de territorialité, puis tu ne réalises pas qu'avec le temps, il va en avoir 75 autres qui vont amener le petit mètre d'à côté, à ce moment-là, tu n'es réellement pas intelligent. Ça, c'est comme un gars qui vit dans un building. Tu loues un appartement, puis c'est tranquille, tout va bien. D'ailleurs, je vais vous dire, moi, je me suis construit une maison au Mexique. Il y a bien des années. Je m'étais construit une maison au Mexique pour me reposer. C'était dans le désert, c'était tranquille, il y avait des cactus, personne. Je voyais la mer de chez nous. Puis j'ai toujours le malheur, moi, de trouver des beaux spots quand je voyage. Mais je suis pas tout seul. Il y a bien du monde qui aime ça, des beaux spots. Fait qu'un jour, il y a un gars qui arrive, puis il se construit une maison. Puis un jour, là, c'était pas pire, c'était là, puis c'était là, puis c'était là. Mais là, quand je suis retourné, il y a bien des années plus tard, je suis rentré dans ma maison, puis là, je regardais, là, je voyais plus rien. Je voyais la maison du gars en avant, je voyais la maison du gars à côté qui venait du Texas, qui s'était construit une maison plus haute que la mienne, qui voyait dans ma cuisine. Je voyais le gars à gauche qui s'était construit une tour d'eau avec une maison par-dessus. Il voyait totalement dans ma cuisine. Fait que finalement, c'est inutile pour moi de dire, bon ben, ces gens-là, ils sont pas gentils. Ils devraient pas venir amener le petit merde à côté de chez nous. Ils devraient me demander permission. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu ma maison. Pour me trouver un autre endroit dans le monde, calme, comme là. Fait qu'à ce moment-là, ben, déménager, c'est le choix de l'homme, ça fait partie de notre liberté civile. Si on était dans des systèmes socialistes comme en Russie, le gouvernement te donne un appartement là, faut que tu vives là. Sans ça, tu t'en vas en Sibérie. Là, c'est pas pareil. Mais on est ici, le gars, il joue du gros rock à côté de chez vous. Il a le droit. Il a le droit. À moins que sa musique défonce, passe à travers les murs, puis soit tellement forte que réellement, à face du gros tonnerre de Brest, là, tu peux interpréter, tu peux faire venir la loi. Mais techniquement, le monde a le droit de faire le petit... le gars, il peut jouer son petit rock. Moi, être le fait d'entendre un petit peu de rock, ça va me mettre en vibration. Tandis que toi, tu vas entendre un petit peu plus de rock, ça te dérangera pas. Il y a du monde dans la salle qui va entendre un petit peu de rock, ils vont même rocker dans la maison, ils vont mettre ça. Mais moi, tabarnak, il y a personne qui va mettre un petit peu de rock à côté qui m'a rocké dans ma maison. Moi, je rock dans ma maison avec ma musique. Je veux pas me faire rocker dans ma maison avec la musique d'un autre. Fait qu'à ce moment-là, je déménage. Fait que je me suis d'avoir des gros murs. Fait que c'est l'affaire d'intelligence. Oui, je comprends. De la façon que vous parlez, cette mobilité-là de l'intelligence améliore constamment sa condition. Automatiquement. Donc, d'être nomade, ça devient pas... t'es pas victime dans ce cas-là. Ben, c'est pas que t'es nomade, c'est que tu te déplaces, la capacité de te déplacer. Oui. Mais c'est parce que si on est toujours tassé par les... Je vais vous donner un exemple. Moi, je vis dans le Nord, je vis à Saint-Adèle, là. Ouais. Je vais d'acheter une propriété de bien des années, puis il fallait que j'ai la paix, c'est papapap. OK. Puis, je voulais pas avoir n'importe quel voisin, moi. Fait que finalement, j'ai acheté une petite maison, puis j'ai dit à quelqu'un que je connaissais, moi, la maison, j'ai une belle petite maison à vendre, pas cher coûté. Elle l'a acheté. Puis j'ai dit, l'autre petite maison qui est à côté de chez nous, là, tu devrais vendre ça à ton frère, qui est président de Bel Canada. Fait que tu l'as acheté, pas cher. Fait qu'ils ont tout acheté une petite maison à côté de chez nous, pas cher, moi j'ai fait tout ce temps-là. C'était intelligent. Parce que là, si j'avais eu des reculs, j'aurais vendu ma maison ou je l'aurais mis en feu, mais quelque chose, j'aurais jamais pu vivre là.
à cause de ma sensibilité. Fait que je m'étais organisé, parce que j'étais intelligent, de dire, bon, ben, OK, tu as une chance d'acheter cette petite maison-là pas chère. Puis lui, ton frère, il a la chance d'acheter aussi l'autre petite maison pas chère juste à côté. Fait que là, j'ai des chats à côté. Fait que c'est ça que je veux dire. Oui, je comprends. Mais fondamentalement, la conscience, c'est pas raciste, mais ça supporte pas une différence. La conscience, fondamentalement, c'est pas raciste, mais ça supporte pas trop longtemps de différence quand c'est très la fleur de peau. Et c'est ça qui crée le racisme chez les gens qui sont pas intelligents. C'est Ce qui crée le racisme chez les gens, c'est, autrement dit, le racisme chez les gens est créé par le fait qu'ils ne sont pas capables de prendre conscience intelligente qu'il y a une différence dans la conscience. Tu ne peux pas empêcher un type. Bon, comment est-ce que je peux dire? Tu ne peux pas empêcher un homme d'une autre race de vivre sa vie. Sa culture. Sa sensibilité. Mais tu peux devenir conscient de la différence. Pas en termes de valeur, simplement de la différence. Fait que si tu n'es pas capable de te déplacer par rapport à la différence, à ce moment-là, tu peux devenir raciste. Ça va te jouer ses nerfs. Comment se fait que maintenant qu'il y a des gens qui sont capables de se marier à peu près à tous les types de cultures? Ah, ça c'est intéressant. Les gens qui sont capables de se marier à tous les types de cultures, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment dans leur identité pour prendre conscience d'eux-mêmes. Donc, ils ont plutôt une conscience sociologique, une conscience sociale. Un homme conscient n'a pas de conscience sociologique, de conscience sociale. Il a une conscience critique. Puis, il vit beaucoup par rapport à l'harmonie, il vit beaucoup par rapport à la paix, il vit beaucoup par rapport à sa réalité. Donc, un être conscient, c'est pas très social. C'est pas antisocial, c'est pas asocial, mais c'est pas très social, parce que la conscience sociale sur la Terre est très peu de ce qu'elle devrait être. On pourrait pas dire qu'exemple dans toutes les nationalités. Mais je viens qu'à rajouter à votre affaire, parce que il y a du matériel. Si t'as pas dans ton identité, puis si t'as des problèmes d'identité, puis si t'es à la recherche d'identité, puis si t'as pas d'argent, puis la vie est dure, puis tu fumes du pot, puis tu fumes de la drogue, je sais pas moi, tu sniffes de la coke, tu vas aller dans des milieux où il y a des jaunes, des noirs, des blancs, des verts, puis des bleus. Si t'es mêlé dans ta tête, tu te mêles à tout le monde. Si t'es mêlé dans ta tête, tu vas te mêler à tout le monde, parce qu'une fois que t'es mêlé dans ta tête, en te mêlant à tout le monde, t'as l'impression de te mêler dans ta tête, parce que le monde qui sont mêlés dans leur tête, qui sont en relation avec toi dans un milieu comme ça, te servent de couverture. Ah, ok. Mais si t'es pas mêlé dans ta tête, donc, t'as suffisamment d'identité pour réellement reconnaître les éléments structurels de ta vie personnelle, à tous les niveaux, mental, émotionnel, vital, physique, puis tu rentres dans ces milieux-là, automatiquement, tu vas sentir quoi? Tu vas sentir que c'est des enfers, que c'est des mondes totalement chaos, que c'est des mondes qui sont totalement à l'envers, que c'est des mondes qui sont totalement astralisés. Fait que c'est évident que tu vas pas avoir tendance à te mélanger là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien là-dedans pour te nourrir. Parce que quand tu es mélangé dans ta tête, puis tu fumais si tu veux fumer de la coke, comment tu fumes ça se fume-tu, ça se sniffe. Si tu sniffes de la coke, tu vas pas à l'oratoire Saint-Joseph. Tu vas à l'endroit particulier où on fume de la coke. Oui, c'est ça. Fait que, il y a des milieux expressément construits pour telle sorte d'astralité. Fait que tu peux pas te mélanger facilement à ces environnements-là. Les gens, on parle de voyager à travers le monde. Quand on voyage à travers le monde, qu'est-ce qu'on peut faire avec la conscience critique quand on voyage à travers le monde? Quand on voyage à travers le monde avec la conscience critique, on s'aperçoit qu'on va simplement chercher ce qui est beau, puis intéressant, puis créatif, puis utile, puis c'est temporaire. Puis on est obligé de revenir chez nous. Moi, je voyage beaucoup à travers le monde. Puis laisse-moi dire, on va prendre des villes, on va prendre comme Paris, par exemple. Ah, c'est bien faire d'aller à Paris, à Paris, c'est intéressant à Paris, il y a des belles choses, Paris, c'est une grande ville, Paris. Mais vivre à Paris, c'est pas une vie pour moi. Pourquoi? Parce que j'aime pas les Français. Parce que les Français, c'est des malgrés. Parce que les Français, c'est du monde qui sont réellement pas du monde. Tellement que le gouvernement est obligé de les avertir qu'ils sont pas du monde. Pour que le touriste grandisse.
se développe. Ouais. Fait que quel plaisir tu peux aller quand tu vas dans un pays comme ça, puis tu viens en contact avec du monde qui ne sont pas du monde, dans les services publics. Ouais. Autre qu'aller au Louvre, visiter, manger, bouffer. Mais quand tu as fini, puis tu reviens au Québec, quand tu reviens au Québec de l'Europe, tu reviens au Québec de Paris, tu reviens dans ton petit patin, tu dis, on est-tu bien chez nous? Pourquoi est-ce que tu penses que tout le monde dise, on est-tu bien chez nous quand ils reviennent de voyage? Parce que quand vous allez en voyage, vous allez goûter de certaines choses. Temporairement, c'est le fun, mais vous n'êtes pas capable de faire de cet endroit-là votre permanence, votre point permanent, parce que il y a des côtés astraux qui ne vous conviennent pas en tant que personne. Fait que tu reviens. C'est bon de sortir, mais c'est bon de revenir. Tandis que s'il y avait des pays où il y avait une relation, il y avait un grand équilibre entre ta conscience et ces éthers-là, ça serait facile d'aller là puis t'implanter. Mais c'est jamais facile de même. Surtout dans des pays qui sont très complexes comme la France, et ainsi de suite. C'est jamais facile de même. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences. Est-ce que de l'identité, ça s'implante partout sur la planète? Ouais, mais je veux venir encore un petit peu, parce que vous me posez des questions. Là, on est en 1995. C'est pas... Ce qui se passe dans le monde, c'est pas un cadeau. C'est pas comme en 1955, après la Deuxième Guerre mondiale, où tout pétait, là. Elvis Presley était king. On était dans les clubs, on dansait, on se collait, on était content, on était heureux. Les temps ont changé. Il y a beaucoup de violence psychologique maintenant. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de violence psychologique. On était dans la période de l'innocence. Fait qu'aller en France dans ce temps-là, c'était pas pareil. On était pas super pareil. Aller au Maroc dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Fait que le déplacement de ton pays dans ces autres pays-là, c'était pas pareil. Tandis qu'aujourd'hui, là, quand tu te déplaces dans les autres pays, là, il y a une grosse différence depuis 20-25 ans. Le tourisme a détruit, dans un sens, l'atmosphère des pays qu'on visite. Parce que c'est devenu une affaire d'argent. Okay. Tandis que dans le temps, tu visitais les pays, tu venais en contact avec des pays, des gens, l'âme du pays était là, le peuple te recevait comme dans sa normalité. Tandis que maintenant, le peuple ne te reçoit plus dans sa normalité parce que tu viennes pas, il y a quelqu'un d'autre qui vont venir, puis ils vont laisser tomber le 5 piastres américain, puis c'est ça, le bottom line, c'est le 5 piastres américain. Fait que ça change bien des choses, ça, dans une génération ou dans une période de 30 ou 35 ans de vie. Fait que moi, voyager aujourd'hui, j'ai plus le même plaisir que j'avais il y a 25, 30, 35 ans. J'ai amené ma femme au Maroc il y a quelques années, puis j'ai voulu la ramener parce que j'ai connu le Maroc quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, puis c'était plus le même Maroc. C'était plus la même chose. Le tourisme, pourtant le tourisme est bien important parce que sur un plan sociologique, le tourisme établit des liens entre les nations, mais sur le plan de l'expérience personnelle, sur le plan de la chaleur humaine, le tourisme a fait sortir de la conscience des peuples qui sont visités beaucoup de pu. Moi, j'ai connu le Mexique quand j'étais petit gars. Puis le Mexique quand j'étais petit gars, c'est pas le Mexique d'aujourd'hui. Il y a la drogue qui est rentrée là-dedans, il y a la musique, le fameux rock. Ça fait que c'est rendu très, très bordélique, le tourisme. Est-ce que, on parlait de pollution, est-ce que ce qui attaque le plus le mental, c'est toute la problématique autour de l'argent? Oui, parce que l'argent, c'est, que vous le vouliez ou non, l'argent, c'est la grande force qui fait tourner la Terre. L'argent, c'est Puis l'argent, aujourd'hui, avec la télévision, les systèmes d'information, puis le développement de la richesse américaine puis européenne, l'argent s'est rendu que, à partir du point de vue des peuples pauvres, comme en Amérique du Sud, en Afrique, ainsi de suite, puis dans le Pacific Rim, l'argent, c'est devenu la chose qui va permettre à ces peuples-là de se sortir du trou, de ce gouffre-là. Mais à quel prix? Puis ils vont le faire pour n'importe quelle raison. Ils vont le faire pour la drogue. Ils vont le faire à travers la drogue. Donc l'argent, c'est devenu réellement un outil de perversion, alors qu'auparavant, si on retourne 40, 50 ans dans le passé, l'argent, c'était un outil de construction. On construisait avec l'argent. Tandis qu'aujourd'hui, l'argent s'est rendu un outil de construction aussi, mais aussi de grande perversion. Est-ce qu'il y en a qui peuvent penser qu'ils vont avoir de l'identité par le biais de l'argent? Vous ne pouvez pas avoir d'identité par le biais de l'argent. L'identité, ça fait partie de la construction intérieure de l'homme, c'est le résultat de la transmutation des corps subtils de l'homme, de ses éthers, donc de son esprit et de son âme.
L'argent, c'est simplement un outil qui facilite la vie dans ce processus-là et qui permet finalement à l'homme de vivre son identité créativement d'une façon plus facile, plus aisée. Mais un homme qui entre dans son identité, mais l'argent va venir. L'argent suit tout le temps. Parce qu'un homme qui n'est pas dans son identité, l'argent est plus importante. C'est pour ça que souvent on dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai. C'est très vrai. Alors que pour un être conscient, l'argent c'est très... Moi, si vous me demandez, ça m'intéresse-tu l'argent, je trouve ça bien intéressant l'argent. Je peux aller en voyage, je peux m'acheter une télévision, je peux m'acheter des paires de bottines, je peux m'acheter une cravate. Fait que l'argent, pour moi, je trouve ça très intéressant, mais parce que ça vient après ma conscience. Parce que l'argent, quand ça vient avant la conscience, à ce moment-là, ça ne peut pas te rendre heureux. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une conscience critique assez avancée pour être capable de traiter avec ce pouvoir-là, finalement, qui est l'argent, pour ne pas être absorbé par son magnétisme. Ouais, parce que l'argent, c'est un pouvoir. On peut faire des choses avec l'argent qu'on peut pas. On peut canaliser notre conscience créatrice à travers l'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Fait que l'argent, c'est un outil. Mais il faut qu'il y ait conscience avant l'argent. S'il n'y a pas de conscience avant l'argent, à ce moment-là, l'argent, c'est plus un outil, c'est un instrument de perversion. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'identité, donc ils ne sont pas heureux. Tandis qu'un homme peut être très simple de vie, pas avoir beaucoup d'argent, mais de l'identité, puis il est bien. Puis s'il a de l'identité, il va en avoir plus d'argent avec le temps, parce qu'il va devenir créatif, et ainsi de suite. Fait que c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y a des personnes, Bernard, qui pourraient savoir profondément que de la conscience, ça permet d'aller chercher de l'argent? Si vous regardez la conscience à partir de ce point de vue-là, vous allez chanter quelque part. Vous allez astraliser quelque part. OK. Donc, il ne faut pas faire ça dans cette intention-là. Ben non, c'est astral, vous allez astraliser. Mais un des phénomènes de possession, si on peut dire, là, mais de pollution aussi sur le plan mental, c'est le fait d'enligner notre vie à régler les problèmes de survie, puis à donner beaucoup d'importance à l'argent, justement, pour sortir de la survie, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus conscient si on n'est pas en situation de survie. Il y a beaucoup de gens on dirait que c'est plus facile de penser quand tu as le ventre plein, dans un sens, que quand ça crie en dedans, là, puis que tu es obligé de lutter. Ouais, mais ça, c'est... Ouais, je comprends ce que vous dites. Mais ça, vous regardez ça du point de vue humain. Hein. Si vous regardez la conscience d'un point de vue universel, cosmique, ou si vous regardez la conscience comme étant le résultat d'un travail qui se fait à partir du double sur l'ego, à ce moment-là, si vous avez bien de l'argent, ils peuvent vous le faire perdre. Puis si vous n'avez pas beaucoup, ils peuvent vous garder comme ça pendant bien longtemps. Ça dépend du travail. Mais au niveau de la conscience, quand on parle de conscience, chaque homme vit le matériel de sa conscience en fonction de ce que l'esprit a besoin au niveau du travail. Comme un type comme moi, par exemple, qui a vécu une grande fusion en 69, le choc à mes corps était trop grand pour avoir de l'argent. Si j'avais eu de l'argent, si ma famille avait été riche, par exemple, ou j'aurais pas été capable de traiter ou de dealer avec de l'argent parce que le choc était trop grand, donc j'étais trop là, dans des sphères. Mais quand ça se tasse au cours des années, puis tu redeviens normal, là, puis t'intègres, tu redeviens comme avant la fusion, mais conscient, à ce moment-là, tu recommences à traiter avec les matières profanes d'une façon intelligente. Mais quand t'es trop en voie de spiritualisation, quand t'es subi des chocs de fusion comme j'ai vécu, tu peux pas, l'argent, tu peux pas dealer avec ça. C'est trop loin de ton mental. T'es trop en contact avec des forces occultes. Mais quand ça se normalise au cours des années, là, puis tu deviens bien normal, puis le contact avec les forces occultes, il prend du recul en arrière. À ce moment-là, là, les choses matérielles, la vie de tous les jours, ça prend de la position en avant. C'est là que tu commences à avoir de l'allure, puis tu commences à construire avec ton argent, avec tes choses, puis tu commences à avoir une vie qui est balancée, puis tu peux, finalement, à ce moment-là, utiliser ta conscience créatrice à travers des formes, puis faire quelque chose de solide, puis de constructif. Diriez-vous que de la conscience critique, ça se développe autant chez l'individu pauvre que l'individu riche? Ou s'il faut des conditions particulières pour avoir une conscience critique là, réelle, là, vibratoire, comme vous l'expliquez?
on peut pas catégoriser. Comment est-ce que l'homme va vivre le contact avec sa source? Ça dépend de lui. Il y a des hommes qui, dans le monde, ont besoin d'avoir de l'argent pour faire des choses. Il y a des hommes qui, dans le monde, ont besoin de ne pas en avoir pour faire des choses. Ça dépend comment est-ce que l'esprit voit la chose. Si vous discutez au niveau de votre... Si l'homme parlait avec son esprit, il disait, bon, mais quand est-ce que je vais avoir de l'argent? Il n'y a rien de réponse. Je devrais avoir de l'argent? Il n'y a rien de réponse. Pourquoi j'ai pas d'argent? Il n'y a rien de réponse. Pourquoi j'ai tant d'argent? Il n'y a rien de réponse. L'esprit a tout une réponse. Mais pour que l'homme puisse travailler, traiter, bien utiliser ces choses, ces argents-là, ces énergies matérielles-là, il faut qu'il soit suffisamment intelligent. S'il n'est pas intelligent, à ce moment-là, ces choses-là font partie de son expérience. Donc, il peut avoir bien d'argent, mais il peut avoir beaucoup de souffrance au bout. Alors que pour un être conscient, s'il y a beaucoup d'argent, il y a moins de souffrance physique au bout. Parce que tout le travail au niveau psychique est fait. Donc, si je comprends bien... Autrement dit, si ma belle-mère, demain matin, elle me laissait 1 million, je ne ferais pas la folie avec le million que je ferais si j'étais inconscient. Parce que là, je suis intelligent, là. Fait que j'utiliserais cet argent-là, ma belle-mère, de façon créative. Parce que si j'étais inconscient, pour me laisser 1 million, probablement que je fais des conneries, là, puis... Donc, le développement de la conscience, puis les conditions de vie matérielles dans lesquelles on est, il n'y a pas de parallèle à faire. Non, ça dépend des individus. C'est ça, c'est un plan de vie karmique, ça. Le karma d'un... Ça fait partie de la programmation. C'est ça. Un homme qui vit une fusion, comme moi j'ai vécu en 69, faut qu'il soit totalement déculotté. Tout est enlevé. La personnalité, la mémoire, il t'enlève tout. Mais, à un certain moment donné, il te redonne tout. Mais il s'arrange pour t'enlever tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail profondément transmutatif à faire. Parce que l'homme n'a pas à vivre ça. Fait que si l'homme perd, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Fait qu'un homme qui se conscientise puis qui perd ses argents, c'est parce qu'il s'est fait astraliser quelque part. Il n'a pas été intelligent quelque part. Il n'y a pas de raison que l'homme perde. Parce que l'homme ne vit pas de fusion, l'homme ne vit pas de transmutation suffisamment profonde pour que sa personnalité saute. Parce que ici, ça saute. Si j'avais été fusionné en 69, puis j'aurais déjà valu des millions, les millions auraient sauté. Parce que là, c'est un clean slate. Parce que l'homme n'a pas besoin de vivre ça. Fait que l'homme... Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de vivre. C'est ça. Quand l'homme perd, c'est parce qu'il s'est fait astraliser. Mais ça peut faire partie de son expérience. Ça fait partie définitivement de son expérience. Puis tu peux pas empêcher un homme de... Tu peux pas blâmer un homme pour pas voir clair. Parce que voir clair, ça fait partie d'un processus. C'est tout à l'heure, quand tu peux regarder en arrière, tu vas dire, ah! Mais vous dites, l'homme n'a pas à perdre. Ça, c'est l'homme n'a pas à perdre parce qu'il a accès à une conscience. L'homme n'a pas à perdre. Celui qui est conscient. L'homme n'a pas à perdre s'il est intelligent. S'il n'est pas intelligent, il va perdre. Puis pas être intelligent, ça veut dire que les corps ne sont pas ajustés, donc il est astralisable. Donc c'est normal de perdre. C'est normal de perdre parce qu'il est astralisable. Donc c'est strictement quand on a comme vous avez un niveau de conscience, aujourd'hui vous n'avez plus à perdre. Non, je ne perdrai pas. C'est ça. Parce que je perdrai pas parce que je me permettrai pas de perdre. Parce que ça a été trop dur, tout le travail. Tandis que l'homme, lui, il s'astralise, il est spirituel. Moi, j'en ai plus de spiritualité. Fait que je m'arrangerai pas pour perdre. Je m'arrangerai pour construire, pour additionner, pour accumuler. Mais pas pour perdre. Tandis que si j'étais spirituel, mais là, je pourrais m'arranger pour perdre. Quand on est spirituel, on s'arrange pour perdre, parce qu'il y a de la naïveté qui rentre en nous. On est bon, on est bonasse, c'est autre chose. On sait s'astraliser. De l'esprit, Bernard, ça traite la matière, la forme, l'argent. Dans quel cadre exactement? L'esprit, c'est aucunement intéressé à de la matière ou de l'argent. L'esprit, c'est une énergie qui permet à l'âme de traiter avec la matière et l'argent d'une certaine façon. Autrement dit, plus l'âme est évoluée, plus l'âme est capable de traiter avec l'argent d'une façon intelligente. Donc, un homme qui est conscient, qui a contact avec l'esprit, qui a une âme très transmutée, bien, automatiquement, cette âme-là va traiter avec l'argent d'une façon intelligente.
S'il y a moins d'esprit, l'âme va traiter avec l'argent d'une façon moins intelligente parce que l'âme n'a pas la conscience de la manipulation. L'ego n'a pas la conscience de la manipulation. OK. Quand vous dites traiter avec l'argent d'une façon intelligente, est-ce que vous voulez dire traiter de façon efficace? Ouais, Parce que, ça, j'aime ça, efficace. ouais, parce que intelligent, ça peut être l'expérience que tu vis en manipulant l'argent, puis efficace, ça peut être le rendement, là, 30% par année. Ouais, efficace. Comprenez-vous ma question? Ouais. Il y a l'évolution personnelle de l'individu qui compose avec l'argent, qui n'est pas nécessairement, en termes de rendement, des pourcentages faramineux, là. Puis il peut avoir l'efficacité. Efficace, ça veut dire qu'à long terme, l'homme, s'il est intelligent, à long terme, il se protège pour que dans un temps où il n'y a plus les forces physiques pour travailler, il peut se relaxer. Okay. C'est ça, efficace. Un homme qui est intelligent, il va se protéger à long terme pour que quand il n'y a plus les mêmes forces physiques qu'aujourd'hui, il puisse relaxer. Ça, c'est ça, être intelligent. OK. Puis, est-ce que ça peut être efficace ou être intelligent d'apprendre à travailler avec la matière, donc avec l'argent, ces choses-là? Parce que tout être conscient sur une planète telle que la nôtre, où l'argent fait partie des structures fondamentalement planétaires de l'évolution, doit apprendre les lois de la finance. C'est très, très grave que dans une société comme nous, nos parents ou les systèmes nous enseignent pas les lois de la finance. Ou qu'on s'aperçoit que les gens qui connaissent les lois de la finance sont les gens qui sont riches, sont les gens qui ont déjà manipulé la finance. Que les gouvernements n'imposent pas aux jeunes qui sont dans les écoles à 15, 16, 17, 18 ans d'apprendre les lois de la finance, c'est très, très grave. Parce que ça force l'individu à demeurer une victime du système. OK. Plutôt que de l'utiliser plutôt que d'utiliser le système d'une façon créative. Un jeune aujourd'hui là, qui a 20 ans, là, les parents qui ont des enfants de 20 ans, là, 15, 16, 17, 18, 20, qui commencent, là. Quand tu as un enfant de 20 ans dans ta vie, là, c'est là que tu te prépares, que tu y enseignes, que quand tu prends un certain montant, que tu le gèles, ce montant-là, quand tu vas avoir 60 ans, il va avoir accumulé des intérêts composés. À ce moment-là, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de ta vie, de ta vie à un certain âge. Ça fait partie du côté pragmatique de l'éducation. Puis, il y a définitivement une éducation au niveau social qui se fait maintenant. Mais ça n'a pas fait partie de notre conscience dans le passé. Qu'un homme qui arrive aujourd'hui à 50, 55 ans, 60 ans, puis qui regarde sa vieillesse pour les années devant lui avec une certaine anxiété, c'est parce que quand il était jeune à 20 ans, il n'a pas été préparé par ses parents ou par les institutions à commencer à travailler avec la finance. Ça, c'est un grand manque dans nos sociétés. Puis les gens, bon, je vous donne un exemple, là, en passant, là. On prend le prince Charles en Angleterre. Quand un enfant vient au monde, dans la royauté anglaise, en ce qui concerne Charles, la reine donne à chaque enfant 8 millions à la naissance. Laissez faire la relativité. Regardez avec le principe. L'enfant, il y a 8 millions. Fait que Charles, quand il est venu au monde, la reine a mis dans un trust 8 millions. Charles, aujourd'hui, a peut-être 38, 39, 40 ans, 41 ans. Charles, il vaut 640 millions aujourd'hui, avec le petit 8 millions du début. Fait qu'amener ça à des proportions normales comme nous autres. Si, quand on vient au monde, nos parents nous mettaient un petit 500 piastres, tu l'oublies, cette affaire-là. Tu dis même pas au petit. Rendu à 50, 60 ans, ce petit 500 piastres-là, ou ce petit 1000 piastres-là, va de 3, 4, 500 000 piastres. Les riches le font, ça fait partie de leur... Ça fait partie... C'est eux autres qui ont développé les lois. C'est eux autres qui connaissent la finance. C'est vrai. Tu sais? Ça fait que... ça, je trouve ça abominable. Je trouve ça abominable parce que, vous savez, on parle de conscience, puis on parle des plans, puis de l'invisible, puis tout. On est toujours dans le Christ invisible de marde. J'ai tellement fâché. Puis on n'est pas assez intelligent pour descendre ça ici, là. Puis regardez comment est-ce que ça se passe ici, là. Puis appliquer ces lois d'intelligence-là dans la matière. Donc on n'est pas...
réellement, on est trop spirituel là, pour garder la finance d'un point de vue intelligent, là, d'étudier le système monétaire sur la Terre. Là. Mais un jour, on va se réveiller. Moi, je le fais pour ma fille. Là. Moi, j'ai mis 50 000 piastres de côté pour ma fille. Elle a 21 ans, là. Elle ne peut pas être touchée, ça. 50 000 piastres. 50 000 piastres, calculez ça, mais qu'elle ait 60 ans. 50 ans. 40 ans. Que l'arabe la laisse ou la laisse pas, ça va rien changer dans sa crise de vie. Ça veut dire? Très bien. Fait que c'est ça que je veux dire. C'est de la conscience critique. C'est de la conscience critique. Appliquée. C'est ça. Fait que... Puis, dans l'évolution d'une conscience, savoir travailler avec les zones de pouvoir, que ce soit la sexualité, l'argent, le prestige même, la renommée. De la conscience, ce qu'on appelle de la conscience, ce que j'appelle de l'intelligence. De l'intelligence, si ça ne sert pas ici. Dans la matière. Dans la matière. Par rapport à la sexualité, par rapport à l'argent, par rapport à whatever it is. Toute la dysfonctionnalité corporelle, toute la dysfonctionnalité psychologique de l'homme, toute la conscience expérimentale. Si la conscience, ça ne sert pas à éliminer et à brûler et à éteindre le caractère expérimental de la vie humaine, de la conscience, ça ne vaut pas de la merde. C'est simplement un exercice en spiritualité. Ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que je dis, c'est pas parce que des gens font de la recherche spirituelle qui sont intelligents. Parce que je connais des gens, moi, qui font de la recherche spirituelle, qui sont dans les écoles ésotériques power d'or, qui sont jamais capables de se relever par les straps de leur bottine. Ils sont toujours là, sont toujours en arrière, ils sont toujours au bout de la scène, puis au bout de ci, puis au bout de ça, puis au bout de ci. Tu peux pas vivre ta vie toujours au bout de quelque chose. Un jour, il faut que tu attires la charrette. Bon, ben ça prend de l'intelligence. Ça prend une capacité de prendre ta conscience, de la descendre en matière, mais d'une façon créative. Parce que si tu n'es pas capable de résoudre l'élément expérimental de ta conscience sur la Terre, ben, c'est évident que si tu es né riche, ben, tu n'as pas ce problème-là. Mais tu vas avoir un autre problème. Fait que l'homme a un problème quelque part. Il faut que tu l'identifies, ce problème-là. Il faut que tu le règles once and for all. Fait que si tu le règles once and for all, là, c'est ça, pour moi, être intelligent. Descendre la conscience, ce qu'on appelle la conscience, la descendre. Sans ça, si on ne fait pas ça, ben, c'est de la conscience. Est-ce que conscience puis science, il y a un parallèle à faire? Parce que quand on parle de comprendre les mécanismes de conscience puis science, il y a un parallèle à faire seulement si la conscience est amenée à être exécutée intelligemment. Sur le plan matériel. Si la conscience est amenée à être exécutée intelligemment, c'est de la science. Si la conscience n'est pas amenée à être exécutée intelligemment, c'est de la spiritualité, et je vomis dessus. De la science, c'est de l'application. De la science, c'est de l'application de cette conscience-là. De la science, c'est de la confrontation entre ce que tu veux, ce que tu as besoin et ce qui est là, autour. C'est ça de la science. Le scientiste dans le labo, il prend ça, le matériel autour, puis il l'amène par méthodologie à une configuration qui se répète suffisamment pour que ce soit établi comme principe ou loi. Ça, c'est de la science. Même chose au niveau psychologique. Il y a une science. Si tu es en amour, puis tu l'aimes, ton petit Libanais, puis tu sais qu'il y en a 6 autres petites Libanaises dans son lit, il y a une science précise et exacte qui dit que si tu lâches pas ça, tu vas souffrir. C'est assez clair. Très clair. La science, la conscience. C'est ça. Merci, Bernard. Bernard, dans la deuxième partie, on parle de la conscience critique dans l'étude. Et comme le sujet, auparavant, la pollution mentale est extrêmement intéressant, est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne qui développe une conscience critique est plus en mesure de faire face à la pollution mentale? La conscience critique, c'est très important parce que la conscience critique, ça nous rapporte toujours à nous-mêmes. Un homme là, qui a une certaine conscience critique, là, puis
qui fait face à une pollution quelconque, il est toujours rapporté à lui-même. La conscience critique, quand c'est très développé, la conscience critique, ça équivaut un petit peu à une capacité voyante. C'est comme si tu es capable d'aller chercher dans une vibration de la voyance. Fait que c'est quasiment un phénomène de radar. Tu peux jamais être magnétisé quand tu as une conscience critique. La fonction, d'ailleurs, l'éventuel but de la conscience critique, c'est que l'homme, en l'ayant, sera plus magnétisable. Donc, à ce moment-là, l'homme risquera plus d'être pollué par des pensées ou par les atmosphères qui font partie des différentes races. C'est comme si sa conscience critique va être tellement avancée à un certain moment donné qu'il va pouvoir mesurer tout par vibration. Parce que si tu rencontres un Chinois qui a un psychologisme différent d'un occidental, tu rencontres un Russe, tu rencontres un Arabe, un Juif, un Italien, un Français, l'homme va avoir c'est comme si un sixième sens, à cause de cette vibration-là qui fait partie de sa conscience vibratoire. Donc, mais ça, c'est cette conscience critique-là, pour la développer, il faut être de plus en plus à l'écoute de soi, toujours à l'écoute de soi. Aussitôt qu'on perd l'écoute de soi, on perd l'accès à cette conscience critique-là. Puis être à l'écoute de soi, là, quand je parle de l'écoute de soi, je parle pas dans un sens spirituel du terme. L'introversion. Wow, c'est pas ça que je veux dire. L'écoute de soi, ça veut dire ramener toute la pollution par rapport à soi. Tout évaluer par rapport à soi. Comme si vous me parlez, je vais toujours évaluer ce que vous me dites par rapport à moi-même. Fait qu'à ce moment-là, dans un sens, respectueusement parlant, je m'empêche d'être pollué par vous. Comprenez-vous? Parce que ce que vous me dites, je vais l'évaluer par rapport à moi-même. Tandis que si je n'avais pas de conscience critique, à ce moment-là, je me laisserais magnétiser par vous, je perdrais de l'identité. Ça voulait dire que toute forme de magnétisme venant de l'extérieur, c'est-à-dire tout élément qui nous magnétise nous fait perdre de l'identité. Toute forme de magnétisme nous fait perdre d'identité et nous assujettit automatiquement à la domination d'un autre esprit, ce qui est très très mauvais. Quand on est entre amis ou quand on est dans des relations humaines qui sont sympathiques ou affectives, il n'y a pas tellement de problème, mais quand on est dans des relations humaines où les lois de territorialité s'imposent, à ce moment-là, on peut facilement être en danger. Donc, l'homme ne peut pas se permettre d'être magnétisé par l'homme. Il faut qu'il soit dans son identité. Et c'est ça que la conscience critique donne. Et c'est pas facile de développer la conscience critique parce que, puisque il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations, de désinformations sur la Terre à tous les niveaux, dans les systèmes matériels profanes comme dans les systèmes spirituels et philosophiques, métaphysiques ou occultes, que ça devient difficile pour l'homme d'avoir ou d'exercer son droit très très unique, de regarder dans la chose et de l'évaluer par rapport à lui. On a tendance à regarder la chose, point final, et de se l'accaparer, la chose, au lieu de regarder dans la chose et de l'évaluer par rapport à soi. Nous, d'abord, étant la grande chose. C'est l'homme lui-même, dans son caractère unique, qui est la grande chose. Donc l'homme n'a pas à regarder la chose et à aller se l'accaparer. Faut qu'il regarde dedans. Faut que ça fasse son affaire. Sans ça, il est magnétisé par la chose. C'est ça le problème de l'homme. Ça fait partie de la pollution du mental. On dit souvent d'une personne qui a de l'identité qu'elle est magnétique. Est-ce que être magnétisé par quelqu'un qui a de l'identité, c'est moins dangereux qu'être magnétisé par quelqu'un qui est trop dans la personnalité? Là, je peux pas entendre votre question parce que il y a d'autres choses que je voulais vous dire, fait que mon mental, mais je reviens à votre question là, dans une minute. Il y a une personne en France, une grande personne, un grand bonhomme en France, qui a dit, ça c'est venu à mes oreilles, qui a dit qu'il voulait faire un œuvre sur le silence. Il voulait écrire un œuvre sur le silence. Alors, quand c'est venu à mes oreilles qu'il voulait écrire un œuvre sur le silence, la vibration m'a mis en opposition avec ça. L'esprit critique.
La conscience critique. La conscience critique. Puis à ce moment-là, mais j'ai dit, mais ça n'existe pas le silence. Le silence, c'est simplement l'aspect astro-spirituel d'une très très grande voyance intérieure, d'une grande communication mentale. Ça n'existe pas le silence. Puis, ça pour dire qu'une fois que l'homme a de la conscience critique, il ne peut plus se faire dire des choses puis les prendre comme ça. Si j'avais pas eu de conscience critique, ce grand bonhomme-là, que je respecte énormément, qui est un des grands exégètes en France, aurait dit, bon ben, je vais écrire un œuvre sur le silence, je ne l'aurais pas apostrophé. Il aurait fait son œuvre, il aurait dit ses choses. Alors que là, en disant, le silence, ça n'existe pas. Puis en développement l'idée de ça, à ce moment-là, ça l'a amené à ne pas écrire l'œuvre. Ah ouais? Oui. Fait que, c'est très très important de comprendre l'esprit critique. Et on l'a tous, l'esprit critique. Et l'homme l'aura à un niveau très très développé un jour. Par contre, pour pouvoir dire à un homme, bon ben, ça n'existe pas le silence. Quand le concept du silence est un concept presque universel et qu'il convient presque à toutes les politiques spirituelles de la Terre, tu es dans une situation presque seule, de grande solitude par rapport à une sorte de pollution spirituelle. Tu es obligé de faire sauter cette forme-là si tu veux aller plus loin dans la libération de ton propre rayon d'énergie. Donc à ce moment-là, ça demande pour un être qui veut exercer ce droit-là à la conscience critique, ça demande un grand focus mental, pas d'émotion dans le mental. Il faut que tu sois réellement là, dans ta vibration, dans ton énergie. À ce moment-là, l'homme a de la conscience critique. Mais la raison que je vous donne cet exemple-là, c'est pour vous démontrer que l'homme découvrira un jour que les niveaux de pollution sur la Terre peuvent être très sophistiqués, comme le silence. Puis, ça peut être très près de la vérité. C'est exactement. Puis à ce moment-là, mais si l'homme n'est pas suffisamment pas suffisamment de critique, de conscience critique, donc techniquement de critique absolue, il demeure presque complice à la pollution spirituelle de la planète. Puis c'est ça que l'homme conscient, éventuellement, s'invitera à éliminer, à laisser. OK. Est-ce que l'homme conscient, lorsqu'il met en mouvement ou en vibration, finalement, sa conscience critique, a toujours un objectif? Non. Dans une conscience critique, il n'y a aucun objectif. La conscience critique, ça fait partie du processus créatif qui résulte du lien de l'esprit avec l'âme. Autrement dit, plus l'âme est dégagée de la mémoire, moins l'âme est astralisable, plus l'esprit peut pénétrer et mettre l'âme en vibration. Et à ce moment-là, l'ego au niveau du mental, autrement dit l'humain, si vous voulez, est capable de transposer dans sa réalité des principes, donc des aspects d'une science qui est universelle, puis de s'instruire lui-même de quelque chose. Si l'homme n'est pas suffisamment traversé par sa propre lumière, donc son esprit, parce que l'âme est trop puissante, parce qu'il est trop spirituel, à ce moment-là, il ne peut pas développer de conscience critique, donc il ne peut pas, ultimement, faire vibrer cette conscience mentale qui est capable d'être absolument critique. C'est très important pour un être humain d'avoir ou d'accéder un jour à la critique absolue. Dans l'évolution, on ne nous a pas permis d'accéder à la critique absolue parce que on était toujours piégé par le principe du vrai et du faux, la relativité des valeurs, et ainsi de suite. Mais un jour, l'homme va entrer dans des plans de conscience mentale où la vérité, où le vrai et le faux seront totalement dominés par le réel. Quand le vrai et le faux seront dominés par le réel, le vrai et le faux en tant qu'expression extraordinaire de la conscience planétaire seront totalement éliminés et l'homme rentre dans la genèse du réel. L'homme pourra connaître les mystères, l'homme pourra comprendre les mystères, l'homme pourra s'inviter lui-même à la table de sa propre conscience, c'est-à-dire définir la réalité par rapport à sa fusion, donc définir la réalité par rapport à des niveaux d'intelligence qui ne sont pas planétaires, qui ne sont pas basés sur l'expérience de l'humanité, qui ne sont pas basés sur la mémoire de la race, qui ne font pas partie du karma de la race, du karma de la nation, et ainsi de suite. L'homme sera libre. C'est ça la conscience supramentale. Finalement, l'homme entrera dans ce qu'on appelle la conscience des cellules, où l'homme aura la capacité, à cause de son mental totalement éveillé, de faire vibrer les séquences subtiles
Et il fera vibrer ces corps subtils-là jusqu'au niveau du cellulaire, c'est-à-dire qu'il pourra électrifier son être sur le plan matériel et ne jamais être pollué par des atmosphères qui font partie de son expérience planétaire. Un des éléments de pollution qu'on connaît dans notre expérience humaine, en tout cas qui est très près de notre quotidien, c'est les effets quasi constants de la critique de l'extérieur sur notre personne, sur nos agissements, sur nos décisions. On est pollué radicalement par toute cette critique, cette continuelle forme de jugement sur notre être. Et un individu qui développe son centre de gravité est obligé de confronter ça. Est-ce que deux êtres conscients échappent à cette critique de leurs agissements, de leur processus décisionnel? Ah, vous voulez dire deux êtres conscients entre eux? Est-ce que deux êtres conscients, là, disons, qui ont un agissement qui diffère de celui de l'autre, là, parce qu'il y a des fonctions qui peuvent être différentes, est-ce que ces êtres-là peuvent échapper à cet effet d'évaluation, de jugement et de critique qui n'est pas conscient? Bon, mais ce qui se produit chez deux êtres conscients, c'est qu'au lieu de faire la critique subjective dont vous parlez, et ce qu'ils vont faire, ce sont des études. Mm-hmm. Mais ça prend du temps, une étude. Oui, ça prend du temps parce qu'une étude, ça demande une capacité de l'ego de pouvoir ajuster suffisamment la parole pour que l'autre qui la reçoive d'une façon créative. Mm-hmm. Autrement dit, on peut dire n'importe quoi à un être humain. Si il sent qu'on lui dit une chose pour éclairer la chose. Mm-hmm. Donc, au lieu de le juger. Parce que c'est évident que deux êtres conscients, bon, chez deux êtres conscients, il y en a toujours un qui est plus conscient que l'autre. On n'est pas des livres de beurre, hein, bon. Donc, il y en a toujours un qui est plus conscient que l'autre. Puis souvent, surtout chez des êtres qui sont très conscients, celui qui est plus conscient que l'autre va atteindre des registres de conscience tellement subtils, précis, très très précis, que s'il parle à l'autre, à ce moment-là, il peut facilement faire des études de l'autre. Mais la vibration est tellement éthérée, il y a tellement plus de personnalité là-dedans, c'est tellement plus d'ego, c'est tellement transparent qu'à ce moment-là, ça devient intéressant pour l'autre d'écouter ce que l'autre a à dire de lui, parce que l'autre fait une étude. Fait que si on bénéficie d'un être qui est capable de faire une étude objective de soi, à ce moment-là, on grandit très vite en conscience parce que cet être-là a la capacité de presque de changer notre vibration et automatiquement de nous mettre sur un mouvement de conscience personnelle qui va nous amener facilement à voir des choses qu'on n'aurait pas pu voir pendant des années de temps. Mais ça, c'est des études. Il va falloir que l'homme, un jour, soit capable de faire des études, et quand l'homme fait des études, à ce moment-là, l'homme ne fera plus de jugement. Dans l'évolution, on juge. Quand on parle de quelqu'un, on juge l'autre. Parce que quand l'homme sera conscient, il ne va pas juger l'autre. Tu ne peux pas juger un homme quand tu es conscient, mais tu es capable de faire une étude. Ça, c'est comme si ta voyance, elle passe, elle transperce. Ta lumière, elle passe à travers l'âme. Puis l'âme n'est plus capable, parce qu'elle est suffisamment transmutée, l'âme n'est plus capable d'animaliser cette vibration-là. Donc là, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus d'ascendance. Ouais, il n'y a plus d'ascendance. Puis c'est intéressant d'entendre quelqu'un nous expliquer. C'est merveilleux d'entendre quelqu'un nous expliquer. Mais il faut que ce soit réellement là, très, très clair, net. Il ne faut pas qu'il y ait d'ego. Il faut qu'il y ait de la transparence. Fait que l'homme fera d'études, il ne passera plus de jugement sur l'homme. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que deux êtres puissent faire une étude? Ce qui empêcherait deux êtres de faire une étude, ce serait leur inhabilité d'accéder à un certain taux vibratoire. Autrement dit, ces êtres-là auraient plus une conscience psychologique qu'une conscience psychique. Donc, ils seraient plus dans la critique que dans la conscience. Ils seraient plus dans la critique subjective que dans l'étude, dans l'évaluation à partir de leur conscience, du plan mental. Donc, est-ce qu'il y aurait danger de se polluer mutuellement? À ce moment-là, il y a une pollution mutuelle, oui. OK. Donc, c'est un tout ou rien, si je comprends bien. Ou tu es dans une conscience critique, puis là, tu t'aides l'autre à voir clair, ou tu tombes carrément dans le jeu de la critique, puis tu pollues plus l'autre dans sa perception de lui-même. Oui, c'est un tout ou rien. Par contre, c'est un processus. Il y a un temps. L'homme ne peut pas passer d'une conscience psychologique à une conscience psychique de même, là, tu sais, à moins de vivre une fusion instantanée. Donc, l'homme passe d'une conscience psychologique, graduellement, il en arrive à une conscience psychique. Okay. Est-ce que dans la conscience, on va dire critique psychologique, il y a quelque chose de valable à retirer là-dedans? Dans la conscience,
psychologique, critique psychologique, en réalité, il n'y a rien de valable parce qu'il n'y a rien de réel. Donc, tout est désinformation. C'est toute la désinformation. Parce que c'est basé sur l'évaluation? Parce que c'est basé sur une perception qui est toujours en fonction de soi-même. Ben, vous avez dit tout à l'heure que... En fonction de soi-même, le soi-même, l'ego. C'est pas en fonction d'une lumière. C'est en fonction de l'ego. C'est de la territorialité. Je vais vous donner un exemple. Bon, si on va être créatif, on peut dire facilement, M. Daniel Ménard, c'est un homme très intelligent. Bon. Pour un ego de dire M. Daniel Ménard, c'est un homme très intelligent, c'est pas évident. Parce qu'en disant que M. Daniel Ménard, c'est un homme très intelligent, c'est comme si, soit qu'on le flatte, ou soit qu'on a peur de lui, ou soit qu'on veut y attirer des faveurs. Alors que si on est dans une conscience critique, et qu'on dit, bon, M. Daniel Ménard, c'est un homme très intelligent, c'est une évaluation vibratoire, c'est vibratoire. Ça n'a rien à faire avec la personnalité, c'est l'esprit à travers l'âme, donc la personne qui étudie l'homme. Donc en étudiant l'homme, on voit qu'on dit, bon ben, l'homme est très intelligent, mais il y a de la transparence là-dedans, c'est plus de l'ego pour une raison ou une autre. Alors, on n'arrive pas à cette conscience critique-là, objective, facilement, parce que on est quand même des êtres terrestres, on est des êtres insécures, on est des êtres... on est beaucoup d'âme, on est beaucoup de mémoire, on est beaucoup d'insécurité, ainsi de suite. Mais si quand l'homme aura dépassé ça, et que l'homme sera capable de faire des études, de l'homme dit, bon ben, lui c'est un être très intelligent, cette personne-là c'est un être telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. À ce moment-là, tu tombes dans ce que j'appelle le non conflictuel. C'est l'étude de l'esprit, c'est l'esprit. Fait que si tu vas par en dedans, tu dis, c'est vrai que Daniel Ménard est très intelligent, ça veut dire oui. Puis si tu vas encore par en dedans, tu dis, ben, il est-tu si intelligent que ça? Ça veut dire, il est très, très intelligent. Puis si là, tu veux jouer, puis tu dis, ben, il est-tu plus intelligent que moi? Ça veut dire, chacun son intelligence. Chacun sa sorte d'intelligence. Fait que l'esprit, c'est toujours objectif. C'est ça, c'est jamais comparatif. C'est plus comparatif. Fait que l'ego, il est pas capable d'aller chercher une basse vibration et dire, bon ben, il est-tu plus intelligent que moi? Parce que là, tu tombes dans la subjectivité. L'esprit ne répond pas de même. L'âme, oui. L'âme va dire, ouais, il est plus intelligent que toi, ou tu es plus intelligent que lui. Ça, c'est l'âme, du territoire. Il y a une game qui joue, l'astral. Tandis que l'esprit va dire, chacun son intelligence. L'esprit répond jamais comme l'âme. L'esprit répond jamais comme les entités astrales. OK. L'esprit déjoue toujours l'ego. Quand tu es habitué à ça, mais là, ça commence à être intéressant de savoir, ben, comment est-ce qu'il est monsieur ici? Comment est-ce qu'il est ici? Comment est-ce qu'elle est madame une telle? Fait que là, tu commences à avoir une évaluation objective de l'âme, donc tu commences à faire des études. L'instinct, on parle souvent d'instinct animal chez l'homme. Est-ce que l'instinct en soi, c'est de la pollution d'âme ou c'est quelque chose qui doit se brûler au cours d'une conscientisation? L'instinct, c'est perverse parce que ça fait partie de la conscience animale. Ouais. C'est très important l'instinct parce que ça sert à des niveaux inférieurs, puis au niveau des mécanismes de défense, c'est très utile. Mais si on regarde l'instinct en tant que paramètre d'investigation de la réalité, c'est très perverse parce que l'instinct ne peut pas donner à l'homme la mesure de sa lumière. L'instinct va toujours chercher à garder l'homme dans l'astral. L'instinct va toujours chercher à garder l'homme dans des registres de conscience où s'entretient l'ambition, la crainte, la peur, l'oisiveté, L'instinct est totalement en collision avec la personnalité, alors que l'intelligence intégrale, la critique absolue, la conscience critique, traite pas dans ces registres-là. Ça ne traite pas avec les registres de l'instinct. C'est l'intelligence intégrale. Donc, si je comprends bien, l'évolution d'un individu, elle est accessible à la vibration quand il a brûlé ses instincts. L'évolution de l'individu est proportionnelle à la transmutation de séquences subtiles, ce qui équivaut à brûler ce que vous appelez des instincts, qui sont techniquement des registres de l'âme.
à différents niveaux, là, mais des registres. Tout ce qui est instinct, ça fait partie de l'âme. Ça fait partie des mémoires, et ainsi de suite. Il y en a des aspects qui sont utiles, que l'homme peut conserver pour des raisons de défense, mais il y a des aspects qui sont totalement inutiles et qui sont, sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan philosophique, sur le plan des idées, extrêmement retardataires, parce que l'homme se protège au niveau animal par rapport à des forces purement animales, comme un lion qui arrive devant toi ou un chien enragé. OK, les instincts. Mais que l'homme se protège par rapport à l'homme avec une extension de ces instincts-là dans des sphères sociologiques, dans des sphères philosophiques, dans des sphères spirituelles, dans des sphères religieuses. Le juif qui se protège contre l'arabe ou l'arabe qui se protège contre le juif. À ce moment-là, ça devient très, très néfaste parce qu'on tombe dans des états seconds, souvent de fanatisme, on tombe dans des guerres de territoire, on tombe, dans le fond, dans des consciences expérimentales tellement aveuglantes que ça fait partie de ce qu'on appelle la conscience planétaire de l'ego. Un jour, l'homme veut sortir de ceci et rentrer dans une conscience intégrale, c'est-à-dire une conscience qui est capable de composer avec des instincts pour des mécanismes de défense, là où l'œil est plus vite que la main ou la main est plus vite que l'œil, mais quand tu tombes dans des régions là, où l'esprit doit fonctionner, la philosophie, la pensée, l'idéologie, là, l'homme a besoin de mettre de côté ses instincts puis devenir un petit peu plus réel. Si je comprends bien, on n'a rien contre le phénomène de l'instinct à condition qu'il reste dans des registres physiques ou vitaux, mais quand ça s'en va dans des domaines qui touchent l'intellect ou le mental, comment que l'individu peut conserver le caractère, je dirais, nécessaire de l'instinct là, pour se protéger du froid, ces choses-là, et s'en dégager pour les ressources mentales? Au niveau, en éliminant la crainte. C'est la crainte. Ouais. Si l'homme utilise la crainte au niveau instinctuel dans des registres de vie inférieurs, c'est normal. Tu t'en vas dans un, mais il faut que tu te protèges contre les lions. Mais si l'homme, en relation avec l'homme, garde la crainte, qui est un instinct, garde la crainte, qui est un instinct sophistiqué, très très sophistiqué, à ce moment-là, ben, l'homme ne peut plus développer par rapport à l'homme des mécanismes de conversion de son énergie suffisamment sophistiqués pour pouvoir entretenir la critique absolue ou même développer l'étude. OK. Fait que si moi je rencontre des Japonais, ou si je rencontre un Chinois, ou si je rencontre un Arabe, ou si je rencontre quelqu'un d'Allemand, là c'est évident qu'à cause de ma patience, puis ma voyance, je suis capable de faire des choses, puis de faire une critique absolue de ces races-là, sans troubler les esprits. Parce que maintenant, je suis habile à réellement contrôler mon énergie. Mais si j'avais pas cette capacité-là de le faire, mais à ce moment-là, ces individus-là ne pourraient pas bénéficier d'un autre taux vibratoire. Parce que j'aurais trop d'instinct, il y aurait trop de territorialité, je ne serais pas suffisamment mental pour pouvoir amener à l'homme, donc à la 5e race racine, des éléments qui pourraient le libérer de son karma planétaire. Donc, est-ce que c'est l'instinct qui rend l'individu raciste? Oh, ça c'est intéressant. Oh. Ce qui rend l'individu raciste, il y a 3 ou 4 réponses à ça. Ce qui rend l'individu raciste, c'est son incapacité, premièrement, de séparer sa réalité sociologique d'une réalité sociologique inférieure avec laquelle il n'y a rien à faire. Autrement dit, si je vous donne un exemple, parce que c'est bien sûr. Supposons que je vis dans un environnement qui est à la mesure de ma civilité ou de ma civilisation. J'ai une maison, je mets des petites fleurs, belle petite clôture, c'est propre. Puis à ce moment-là, il y a un individu qui vient d'une autre race, qui n'est pas habitué à des petites maisons, des petites fleurs. C'est pas des petites maisons, des petites fleurs. C'est pas leur affaire. Ça, c'est notre affaire. C'est mon affaire. Ça. Je fais partie d'une race qui aime ça mettre des petites fleurs, des petits borets blancs, justement. Fait que l'autre, il arrive, puis il loue la maison à côté. Puis lui, mais c'est pas des petites fleurs qui l'intéressent. C'est un petit peu de fumier. Il y a d'autres choses. Ouais, à ce moment-là, si je suis pas assez intelligent pour déménager, là, je vais devenir raciste. OK. Si je suis assez intelligent pour déménager, parce que j'avais les places, à ce moment-là,
je laisse la chance à lui de vivre son affaire. D'ailleurs, il va amener sa famille, puis ses cousins, puis ça se développe, cette affaire-là. Fait qu'un jour, ça va être un des petites merdes d'auto. Fait qu'un jour, il va falloir que je déménage, oui. Mais si je déménage tout de suite, mais à ce moment-là, je m'empêche de faire beaucoup d'angoisse. Oui, mais vous êtes arrivé le premier. Arriver le premier, ça n'existe pas. C'est de la territorialité, ça. Bon, okay. Vous ne pouvez pas empêcher le mouvement expansionniste matériel des humanités. Okay. À ce moment-là, tu déménages. Il y a toujours de la place. Quand il n'y a plus de place à venir, on ira sur la Lune, on ira sur Mars. Il y a toujours de la place. Mais il faut que tu sois assez intelligent pour déménager. Déménager, d'ailleurs, la capacité de déménager, le choix de déménager, l'avantage de déménager, le pouvoir de déménager, c'est probablement un des grands aspects de la liberté humaine sur la Terre. Si tu ne bénéficies pas de ça, si tu ne veux pas déménager parce que t'es pogné dans les lois de territorialité, puis tu ne réalises pas qu'avec le temps, il va en avoir 75 autres qui vont amener le petit mètre d'à côté, à ce moment-là, tu n'es réellement pas intelligent. Ça, c'est comme un gars qui vit dans un building. Tu loues un appartement, puis c'est tranquille, tout va bien. D'ailleurs, je vais vous dire, moi, je me suis construit une maison au Mexique. Il y a bien des années. Je m'étais construit une maison au Mexique pour me reposer. C'était dans le désert, c'était tranquille, il y avait des cactus, personne. Je voyais la mer de chez nous. Puis j'ai toujours le malheur, moi, de trouver des beaux spots quand je voyage. Mais je suis pas tout seul. Il y a bien du monde qui aime ça, des beaux spots. Fait qu'un jour, bon, il y a un gars qui arrive, puis il se construit une maison. Puis un jour, là, c'était pas pire, c'était là, puis c'était là, puis c'était là. Mais là, quand je suis retourné, il y a bien des années plus tard, je suis rentré dans ma maison, puis là, je regardais, là, je voyais plus rien. Je voyais la maison du gars en avant, je voyais la maison du gars à côté qui venait du Texas, qui s'était construit une maison plus haute que la mienne, qui voyait dans ma cuisine. Je voyais le gars à gauche qui s'était construit une tour d'eau avec une maison par-dessus. Il voyait totalement dans ma cuisine. Fait que finalement, c'est inutile pour moi de dire, bon ben, ces gens-là, ils sont pas gentils. Ils devraient pas venir amener le petit merde à côté de chez nous. Ils devraient me demander permission. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu ma maison. Pour me trouver un autre endroit dans le monde, calme, comme là. Fait qu'à ce moment-là, ben, déménager, c'est le choix de l'homme, ça fait partie de notre liberté civile. Si on était dans des systèmes socialistes comme en Russie, le gouvernement te donne un appartement là, faut que tu vives là. Sans ça, tu t'en vas en Sibérie. Là, c'est pas pareil. Mais on est ici, le gars joue du gros rock à côté de chez vous. Il a le droit. Il a le droit. À moins que sa musique défonce, passe au travers des murs, puis soit tellement forte que réellement, à face du gros tonnerre de Brest, là, tu peux interpréter, tu peux faire venir la loi. Mais techniquement, le monde a le droit de faire le petit... le gars, il peut jouer son petit rock. Moi, être le fait d'entendre un petit peu de rock, ça va me mettre en vibration. Tandis que toi, tu vas entendre un petit peu plus de rock, ça te dérangera pas. Il y a du monde dans la salle qui va entendre un petit peu de rock, ils vont même rocker dans la maison, ils vont mettre ça. Mais moi, tabarnak, il n'y a personne qui va mettre un petit peu de rock à côté qui m'a rocké dans ma maison. Moi, je rock dans ma maison avec ma musique. Je veux pas me faire rocker dans ma maison avec la musique d'un autre. Fait qu'à ce moment-là, je déménage. Fait que je me suis d'avoir des gros murs. Tu vois, fait que c'est l'affaire d'intelligence. Oui, je comprends. De la façon que vous parlez, cette mobilité-là de l'intelligence améliore constamment sa condition. Automatiquement. Donc, d'être nomade, ça devient pas... t'es pas victime dans ce cas-là. Ben, c'est pas que t'es nomade, c'est que tu te déplaces, la capacité de te déplacer. Oui. Mais c'est parce que si on est toujours tassé par les... Je vais vous donner un exemple. Moi, je vis dans le Nord, je vis à Saint-Adèle, là. Ouais. Je vais d'acheter une propriété de bien des années, puis il fallait que j'ai la paix, ici, papapap. OK. Puis, je voulais pas avoir n'importe quel voisin, moi. Fait que finalement, j'ai acheté une petite maison, puis j'ai dit à quelqu'un que je connaissais, la maison, j'ai une belle petite maison à vendre, pas cher pour toi. Elle l'a acheté. Puis j'ai dit, l'autre petite maison qui est à côté de chez nous, là, tu devrais vendre ça à ton frère, qui est président de Canada. Fait que tu l'as acheté, pas cher. Fait qu'ils ont tout acheté une petite maison à côté de chez nous, pas cher, moi j'ai fait tout ce temps-là. C'était intelligent. Parce que là, si j'avais eu des reculs, j'aurais vendu ma maison ou je l'allais mettre en feu, mais j'aurais jamais pu vivre là. À cause de ma sensibilité. Fait que je m'étais organisé, parce que j'étais intelligent, de dire, bon ben ok, tu as une chance d'acheter cette petite maison-là pas cher. Puis lui, ton frère, il a la chance d'acheter aussi l'autre petite maison pas cher juste à côté. Fait que là, j'ai des chats à côté. Fait que c'est ça que je veux dire. Oui, je comprends. Mais fondamentalement, la conscience, c'est pas raciste, mais ça supporte pas une différence. La conscience, fondamentalement, c'est pas raciste, mais ça supporte pas trop longtemps de différence quand c'est très la fleur de peau. Et c'est ça qui crée le racisme chez les gens qui sont pas intelligents. C'est Ce qui crée le racisme chez les gens,
autrement dit, le racisme chez les gens est créé par le fait qu'ils ne sont pas capables de prendre conscience intelligente qu'il y a une différence dans la conscience. Mhm. Tu ne peux pas empêcher un type. Bon, comment est-ce que je peux dire? Tu ne peux pas empêcher un homme d'une autre race de vivre sa vie, Sa culture. sa sensibilité. Mhm. Mais tu peux devenir conscient de la différence. Mhm. Pas en termes de valeur, simplement de la différence. Mhm. Fait que si tu n'es pas capable de te déplacer par rapport à la différence, à ce moment-là, tu peux devenir raciste. Ça va te jouer ses nerfs. Comment se fait que maintenant qu'il y a des gens qui sont capables de comme se marier à peu près à tous les types de cultures? Ah, ça c'est intéressant. Les gens qui sont capables de se marier à tous les types de cultures, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment dans leur identité pour prendre conscience d'eux-mêmes. Donc, ils ont plutôt une conscience sociologique, une conscience sociale. Un homme conscient n'a pas de conscience sociologique, de conscience sociale. Il a une conscience critique. Mhm. Puis, il vit beaucoup par rapport à l'harmonie, il vit beaucoup par rapport à la paix, il vit beaucoup par rapport à sa réalité. Si tu veux. Donc, un être conscient, c'est pas très, très social. C'est pas antisocial, Non, c'est pas asocial, mais c'est pas très social, parce que la conscience sociale sur la Terre est très peu de ce qu'elle devrait être. Mhm. Il y a, on pourrait pas dire qu'exemple dans toutes les nationalités. Mais c'est- oui, je viens qu'à rajouter à votre affaire, parce que Il y a du matériel. si t'as pas dans ton identité, puis si t'as des problèmes d'identité, puis si t'es à la recherche d'identité, puis si t'as pas d'argent, puis la vie est dure, puis tu fumes du pot, puis tu fumes de la drogue, je sais pas moi, tu sniffes de la coke, tu vas aller dans des milieux où il y a des jaunes, des noirs, des blancs, des verts, puis des bleus. Si t'es mêlé dans ta tête, tu te mêles à tout le monde. Si t'es mêlé dans ta tête, tu vas te mêler à tout le monde, parce qu'une fois que t'es mêlé dans ta tête, en te mêlant à tout le monde, t'as l'impression de te mêler dans ta tête, parce que le monde qui sont mêlés dans leur tête, qui sont en relation avec toi dans un milieu comme ça, te servent de couverture. Ah, ok. Mais si t'es pas mêlé dans ta tête, donc, t'as suffisamment d'identité pour réellement reconnaître les éléments structurels de ta vie personnelle, à tous les niveaux, mental, émotionnel, vital, physique, puis tu rentres dans ces milieux-là, automatiquement, tu vas sentir quoi? Tu vas sentir que c'est des enfers, que c'est des mondes totalement chaos, que c'est des mondes qui sont totalement à l'envers, que c'est des mondes qui sont totalement astralisés. Mhm. Fait que c'est évident que tu vas pas avoir tendance à te mélanger là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien là-dedans pour te nourrir. Mhm. Tandis que quand tu es mélangé dans ta tête, puis tu fumais si tu veux fumer de la coke, comme tu fumes ça se fume-tu, ça se sniffe. Si tu sniffes de la coke, tu vas pas à l'oratoire Saint-Joseph. Tu vas à l'endroit particulier où on fume de la coke. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a des milieux expressément construits pour telle sorte d'astralité. Mhm. Fait que tu peux pas te mélanger facilement à ces environnements-là. Les gens, on parle de voyager à travers le monde. Quand on voyage à travers le monde, qu'est-ce qu'on peut faire avec la conscience critique quand on voyage Quand on voyage à travers le monde avec la conscience critique, on s'aperçoit qu'on va simplement chercher ce qui est beau, puis intéressant, puis créatif, puis utile, puis c'est temporaire. Puis on est obligé de revenir chez nous. Moi, je voyage beaucoup à travers le monde. Puis laisse-moi dire, on va prendre des villes, on va prendre comme Paris, par exemple. Ah, c'est bien faire d'aller à Paris, à Paris, c'est intéressant, Paris, il y a des belles choses, Paris, c'est une grande ville, Paris. Mais vivre à Paris, c'est pas une vie pour moi. Pourquoi? Parce que j'aime pas les Français. Parce que les Français, c'est des malengrais. Parce que les Français, c'est du monde qui sont réellement pas du monde. Tellement que le gouvernement est obligé de les avertir qu'ils sont pas du monde. Pour que les touristes grandissent, se développent. Ouais. Fait que quel plaisir tu peux aller quand tu vas dans un pays comme ça, puis tu viens en contact avec du monde qui ne sont pas du monde, dans les services publics. Ouais. Autre qu'aller au Louvre, visiter, manger, bouffer. Mais quand tu as fini, puis tu reviens au Québec, quand tu reviens au Québec de l'Europe, tu reviens au Québec de Paris, tu reviens dans ton petit patin, tu te dis, on est-tu bien chez nous? Pourquoi est-ce que tu penses que tout le monde dit, on est-tu bien chez nous quand ils viennent de voyage? Parce que quand vous allez en voyage, vous allez goûter de certaines choses.
temporairement, c'est le fun, mais vous n'êtes pas capable de faire de cet endroit-là votre permanence, votre point permanent, parce que il y a des côtés astraux qui ne vous conviennent pas en tant que personne. Fait que tu reviens. C'est bon de sortir, mais c'est bon de revenir. Tandis que s'il y avait des pays où il y avait une relation, il y avait un grand équilibre entre ta conscience et ces éthers-là, ça serait facile d'aller là puis t'implanter. Mais c'est jamais facile de même. Surtout dans des pays qui sont très complexes comme la France, et ainsi de suite. C'est jamais facile de même. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences. Est-ce que de l'identité, ça s'implante partout sur la planète? Ouais, mais je veux venir encore un petit peu, parce que vous me posez des questions. Là, on est en 1995. C'est pas, ce qui se passe dans le monde, c'est pas un cadeau. C'est pas comme en 1955, après la Deuxième Guerre mondiale, où tout pétait. Là. Elvis Presley était king. On était dans les clubs, on dansait, on se collait, on était content, on était heureux. Les temps ont changé. Il y a beaucoup de violence psychologique maintenant. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de violence psychologique. On était dans la période de l'innocence. Fait qu'aller en France dans ce temps-là, c'était pas pareil. On était pas super pareil. Aller au Maroc dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Fait que le déplacement de ton pays dans ces autres pays-là, c'était pas pareil. Tandis qu'aujourd'hui, là, quand tu te déplaces dans les autres pays, là, il y a une grosse différence depuis 20-25 ans. Le tourisme a détruit, dans un sens, l'atmosphère des pays qu'on visite. Parce que c'est devenu une affaire d'argent. Okay. Tandis que dans le temps, tu visitais les pays, tu venais en contact avec des pays, des gens, l'âme du pays était là, le peuple te recevait comme dans sa normalité. Tandis que maintenant, le peuple ne te reçoit plus dans sa normalité parce que tu viennes pas, il y a quelqu'un d'autre qui vont venir, puis ils vont laisser tomber le 5 piastres américain, puis c'est ça, le bottom line, c'est le 5 piastres américain. Fait que ça change bien des choses, ça, dans une génération ou dans une période de 30 ou 35 ans de vie. Fait que moi, voyager aujourd'hui, j'ai plus le même plaisir que j'avais il y a 25, 30, 35 ans. J'ai amené ma femme au Maroc il y a quelques années, puis j'ai voulu la ramener parce que j'ai connu le Maroc quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, puis c'était plus le même Maroc. C'était plus la même chose. Le tourisme, pourtant le tourisme est bien important parce que sur un plan sociologique, le tourisme établit des liens entre les nations, mais sur le plan de l'expérience personnelle, sur le plan de la chaleur humaine, le tourisme a fait sortir de la conscience des peuples qui sont visités beaucoup de pu. Moi, j'ai connu le Mexique quand j'étais petit gars. Puis le Mexique quand j'étais petit gars, c'est pas le Mexique d'aujourd'hui. Il y a la drogue qui est rentrée là-dedans, il y a la musique, le fameux rock. Ça fait que c'est rendu très, très bordélique, le tourisme. Est-ce que, on parle de pollution, est-ce que ce qui attaque le plus le mental, c'est toute la problématique autour de l'argent? Oui, parce que l'argent, c'est, que vous le vouliez ou non, l'argent, c'est la grande force qui fait tourner la Terre. L'argent, c'est Puis l'argent, aujourd'hui, avec la télévision, les systèmes d'information, puis le développement de la richesse américaine puis européenne, l'argent s'est rendu que, à partir du point de vue des peuples pauvres, comme en Amérique du Sud, en Afrique, ainsi de suite, puis dans le Pacific Rim, l'argent, c'est devenu la chose qui va permettre à ces peuples-là de se sortir du trou, de ce gouffre-là. Mais à quel prix? Puis ils vont le faire pour n'importe quelle raison. Ils vont le faire pour la drogue. Ils vont le faire à travers la drogue. Donc l'argent, c'est devenu réellement un outil de perversion, alors qu'auparavant, si on retourne 40, 50 ans dans le passé, l'argent, c'était un outil de construction. On construisait avec l'argent. Tandis qu'aujourd'hui, l'argent s'est rendu un outil de construction aussi, mais aussi de grande perversion. Est-ce qu'il y en a qui peuvent penser qu'ils vont avoir de l'identité par le biais de l'argent? Vous ne pouvez pas avoir d'identité par le biais de l'argent. L'identité, ça fait partie de la construction intérieure de l'homme, c'est le résultat de la transmutation des corps subtils de l'homme, de ses éthers, donc de son esprit et de son âme. L'argent, c'est simplement un outil qui facilite la vie dans ce processus-là et qui permet finalement à l'homme de vivre son identité créativement, d'une façon plus facile, plus aisée. Mais un homme qui entre dans son identité, mais l'argent va venir. L'argent suit tout le temps. Tandis qu'un homme qui n'est pas dans son identité, l'argent est plus important. C'est pour ça que souvent on dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai.
C'est très vrai. Alors que pour un être conscient, l'argent, c'est très... moi, si vous me demandez, ça m'intéresse-tu de l'argent, je trouve ça bien intéressant, l'argent. Je peux aller en voyage, je peux m'acheter une télévision, je peux m'acheter des paires de bottines, je peux m'acheter une cravate. Fait que l'argent, pour moi, je trouve ça très intéressant, mais parce que ça vient après ma conscience. Parce que l'argent, quand ça vient avant la conscience, à ce moment-là, là, ça ne peut pas te rendre heureux. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une conscience critique assez avancée pour être capable de traiter avec ce pouvoir-là, finalement, qui est l'argent, pour pas être absorbé par son magnétisme. Ouais, parce que l'argent, c'est un pouvoir. On peut faire des choses avec l'argent qu'on peut pas. On peut canaliser notre conscience créatrice à travers l'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Fait que l'argent, c'est un outil. Mais il faut qu'il y ait conscience avant l'argent. S'il n'y a pas de conscience avant l'argent, à ce moment-là, l'argent, c'est plus un outil, c'est un instrument de perversion. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas d'identité, donc ils ne sont pas heureux. Tandis qu'un homme peut être très simple de vie, pas avoir beaucoup d'argent, mais de l'identité, puis il est bien. Puis s'il y a de l'identité, il va en avoir plus d'argent avec le temps, parce qu'il va devenir créatif, et ainsi de suite. Fait que c'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y a des personnes, Bernard, qui pourraient savoir profondément que de la conscience, ça permet d'aller chercher de l'argent? Si vous regardez la conscience à partir de ce point de vue-là, vous allez chanter quelque part. Vous allez astraliser quelque part. OK. Donc, il ne faut pas faire ça dans cette intention-là. Ben non, c'est astral, vous allez astraliser. Mais un des phénomènes de possession, si on peut dire, là, mais de pollution aussi sur le plan mental, c'est le fait d'enligner notre vie à régler les problèmes de survie, puis à donner beaucoup d'importance à l'argent, justement, pour sortir de la survie, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus conscient si on n'est pas en situation de survie. Il y a beaucoup de gens on dirait que c'est plus facile de penser quand tu as le ventre plein, dans un sens, que quand ça crie en dedans, là, puis que tu es obligé de lutter. Là. Ouais, mais ça, je comprends ce que vous dire. Mais ça, vous regardez ça du point de vue humain. Hein. Si vous regardez la conscience d'un point de vue universel, cosmique, ou si vous regardez la conscience comme étant le résultat d'un travail qui se fait à partir du double sur l'ego, à ce moment-là, si vous avez bien d'argent, ils peuvent vous le faire perdre. Puis si vous n'avez pas beaucoup, ils peuvent vous garder comme ça pendant bien longtemps. Ça dépend du travail. Mais au niveau de la conscience, quand on parle de conscience, chaque homme vit le matériel de sa conscience en fonction de ce que l'esprit a besoin au niveau du travail. Comme un type comme moi, par exemple, qui a vécu une grande fusion en 69, le choc à mes corps était trop grand pour avoir de l'argent. Si j'avais eu de l'argent, si ma famille avait été riche, par exemple, ou j'aurais pas été capable de traiter ou de dealer avec de l'argent parce que le choc était trop grand, donc j'étais trop là, dans des sphères. Mais quand ça se tasse au cours des années, puis tu redeviens normal, là, puis t'intègres, tu redeviens comme avant la fusion, mais conscient, à ce moment-là, tu recommences à traiter avec les matières profanes d'une façon intelligente. Mais quand t'es trop en voie de spiritualisation, quand t'es subi des chocs de fusion comme j'ai vécu, tu peux pas, l'argent, tu peux pas dealer avec ça. C'est trop loin de ton mental. T'es trop en contact avec des forces occultes. Mais quand ça se normalise au cours des années, là, puis ça devient bien normal, puis le contact avec les forces occultes, il prend du recul en arrière, à ce moment-là, là, les choses matérielles, la vie de tous les jours, ça prend de la position en avant. C'est là que tu commences à avoir de l'allure, puis tu commences à construire avec ton argent, avec tes choses, puis tu commences à avoir une vie qui est balancée, puis tu peux, finalement, à ce moment-là, utiliser ta conscience créatrice à travers des formes, puis faire quelque chose de solide, puis de constructif. Diriez-vous que de la conscience critique, ça se développe autant chez l'individu pauvre que l'individu riche? Ou s'il faut des conditions particulières pour avoir une conscience critique là, réelle, là, vibratoire, comme vous l'expliquez? On ne peut pas catégoriser. Comment est-ce que l'homme va vivre le contact avec sa source? Ça dépend de lui. Il y a des hommes qui, dans le monde, ont besoin d'avoir de l'argent pour faire des choses. Il y a des hommes qui, dans le monde, ont besoin de ne pas en avoir pour faire des choses. Ça dépend comment est-ce que l'esprit voit la chose. Si vous discutez au niveau de votre... Si l'homme parlait avec son esprit, il disait, bon, mais quand est-ce que je vais avoir de l'argent? Il y a rien de réponse.
Je devrais avoir de l'argent, il y aurait une réponse. Pourquoi j'ai pas d'argent, il y aurait une réponse. Pourquoi j'ai tant d'argent, il y aurait une réponse. L'esprit en a tout une réponse. Mais pour que l'homme puisse travailler, traiter, bien utiliser ces choses, ces argents-là, ces énergies matérielles-là, il faut qu'il soit suffisamment intelligent. S'il n'est pas intelligent, à ce moment-là, ces choses-là font partie de son expérience. Donc, il peut avoir bien d'argent, mais il peut avoir beaucoup de souffrance au bout. Alors que pour un être conscient, s'il y a beaucoup d'argent, il y a moins de souffrance physique au bout. OK. Parce que tout le travail au niveau psychique est fait. Donc, si je comprends bien... Autrement dit, si ma belle-mère, demain matin, elle me laissait 1 million, je ne ferais pas la folie avec le million que je ferais si j'étais conscient. OK. Parce que là, je suis intelligent, là. Fait que j'utiliserais cet argent-là, ma belle-mère, de façon créative. Parce que si j'étais inconscient, pour me laisser 1 million, probablement que je fais des conneries, là, puis... Donc, le développement de la conscience, puis les conditions de vie matérielles dans lesquelles on est, il n'y a pas de parallèle à faire. Non, ça dépend des individus. C'est ça, c'est un plan de vie karmique, ça. Ouais. Le karma d'un... Ça fait partie de la programmation. C'est ça. Ouais. Un homme qui vit une fusion, comme moi j'ai vécu en 69, faut qu'il soit totalement déculotté. Tout est enlevé. La personnalité, la mémoire, il t'enlève tout. Mais, à un certain moment donné, il te redonne tout. Mais il s'arrange pour t'enlever tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail profondément transmutatif à faire. Parce que l'homme n'a pas à vivre ça. Fait que si l'homme perd, c'est parce qu'il n'est pas intelligent. Fait qu'un homme qui se conscientise puis qui perd ses argents, c'est parce qu'il s'est fait astraliser quelque part. Il n'a pas été intelligent quelque part. Il n'y a pas de raison que l'homme perde. Parce que l'homme ne dit pas de fusion, l'homme ne dit pas de transmutation suffisamment profonde pour que sa personnalité saute. Parce que ici, ça saute. Si j'avais été fusionné en 69, puis j'aurais déjà valu des millions, les millions auraient sauté. Parce que là, c'est un clean slate. Parce que l'homme n'a pas besoin de vivre ça. Fait que l'homme... Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de vivre. C'est ça. Quand l'homme perd, c'est parce qu'il s'est fait astraliser. Mais ça peut faire partie de son expérience aussi. Ça fait partie définitivement de son expérience. Puis tu peux pas empêcher un homme de... Tu peux pas blâmer un homme pour pas voir clair. Parce que voir clair, ça fait partie d'un processus. C'est tout à l'heure, quand tu peux regarder en arrière, tu vas dire, ah! Mais vous dites, l'homme n'a pas à perdre. Ça, c'est l'homme n'a pas à perdre parce qu'il a accès à une conscience. L'homme n'a pas à perdre. Celui qui est conscient. L'homme n'a pas à perdre s'il est intelligent. S'il n'est pas intelligent, il va perdre. Puis pas être intelligent, ça veut dire que les corps ne sont pas ajustés, donc il est astralisable. OK. Donc c'est normal de perdre. C'est normal de perdre parce qu'il est astralisable. OK. Donc c'est strictement quand on a, comme vous avez un niveau de conscience, aujourd'hui vous n'avez plus à perdre. Non, je ne perdrai pas. C'est ça. Parce que je perdrai pas parce que je me permettrai pas de perdre. Parce que ça a été trop dur, tout le travail. Tandis que l'homme, lui, il s'astralise, il est spirituel. Moi, j'en ai plus de spiritualité. Fait que je m'arrangerai pas pour perdre. Je m'arrangerai pour construire, pour additionner, pour accumuler. Mais pas pour perdre. Tandis que si j'étais spirituel, mais là, je pourrais m'arranger pour perdre. Quand on est spirituel, on s'arrange pour perdre, parce qu'il y a de la naïveté qui rentre en nous. On est bon, on est bonasse, il y a toutes choses. On fait ce stress. De l'esprit, Bernard, ça traite la matière, la forme, l'argent. Dans quel cadre exactement? L'esprit, c'est aucunement intéressé à de la matière ou de l'argent. L'esprit, c'est une énergie qui permet à l'âme de traiter avec la matière et l'argent d'une certaine façon. Autrement dit, plus l'âme est évoluée, plus l'âme est capable de traiter avec l'argent d'une façon intelligente. Donc, un homme qui est conscient, qui a contact avec l'esprit, qui a une âme très transmutée, mais automatiquement, cette âme-là va traiter avec l'argent d'une façon intelligente. S'il y a moins d'esprit, l'âme va traiter avec l'argent d'une façon moins intelligente parce que l'âme n'a pas la conscience de la manipulation. L'ego n'a pas la conscience de la manipulation. OK. Quand vous dites traiter avec l'argent d'une façon intelligente, est-ce que vous voulez dire traiter de façon efficace? Ouais, parce que ça, efficace. Ouais, parce que intelligent, ça peut être l'expérience que tu vis en manipulant l'argent,
Puis efficace, ça peut être le rendement, là, 30% par année. Ouais, efficace. Comprenez-vous ma question? Ouais. Il y a l'évolution personnelle de l'individu qui compose avec l'argent, qui n'est pas nécessairement, en termes de rendement, des pourcentages faramineux, là. Puis il peut avoir l'efficacité. Efficace, ça veut dire qu'à long terme, l'homme, s'il est intelligent, à long terme, il se protège pour que dans un temps où il n'y a plus les forces physiques pour travailler, il peut se relaxer. Okay. C'est ça, efficace. Un homme qui est intelligent, il va se protéger à long terme pour que quand il n'y a plus les mêmes forces physiques qu'aujourd'hui, il puisse relaxer. Ça, c'est ça, être intelligent. OK. Puis, est-ce que ça peut être efficace ou être intelligent d'apprendre à travailler avec la matière, donc avec l'argent, ces choses-là? Parce que tout être conscient sur une planète telle que la nôtre, où l'argent fait partie des structures fondamentalement planétaires de l'évolution, doit apprendre les lois de la finance. C'est très, très grave que dans une société comme nous, nos parents ou les systèmes ne nous enseignent pas les lois de la finance. Ou qu'on s'aperçoit que les gens qui connaissent les lois de la finance sont les gens qui sont riches, sont les gens qui ont déjà manipulé la finance. Que les gouvernements n'imposent pas aux jeunes qui sont dans les écoles à 15, 16, 17, 18 ans d'apprendre les lois de la finance, c'est très, très grave. Parce que ça force l'individu à demeurer une victime du système. OK. Plutôt que de l'utiliser Plutôt que d'utiliser le système d'une façon créative. Un jeune aujourd'hui là, qui a 20 ans, là, les parents qui ont des enfants de 20 ans, là, 15, 16, 17, 18, 20 ans, qui commencent, là. Quand tu as un enfant de 20 ans dans ta vie, là, c'est là que tu te prépares, que tu y enseignes, que quand tu prends un certain montant, puis tu le gèles, ce montant-là, quand tu vas avoir 60 ans, il va avoir accumulé des intérêts composés. À ce moment-là, tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de ta vie, de ta vie à un certain âge. Ça fait partie du côté pragmatique de l'éducation. Puis, il y a définitivement une éducation au niveau social qui se fait maintenant. Mais ça n'a pas fait partie de notre conscience dans le passé. Qu'un homme qui arrive aujourd'hui à 50, 55 ans, 60 ans, puis qui regarde sa vieillesse pour les années devant lui avec une certaine anxiété, c'est parce que quand il était jeune à 20 ans, il n'a pas été préparé par ses parents ou par les institutions à commencer à travailler avec la finance. Ça, c'est un grand manque dans nos sociétés. Puis les gens, bon, je vous donne un exemple, là, en passant, là, on prend le prince Charles en Angleterre. Quand un enfant vient au monde, dans la royauté anglaise, en ce qui concerne Charles, la reine donne à chaque enfant 8 millions à la naissance. Laissez faire la relativité. Regardez avec le principe. L'enfant, il y a 8 millions. Fait que Charles, quand il est venu au monde, la reine a mis dans un trust 8 millions. Charles, aujourd'hui, a peut-être 38, 39, 40 ans, 41 ans. Charles, il vaut 640 millions aujourd'hui, avec le petit 8 millions du début. Fait qu'amener ça à des proportions normales comme nous autres. Si, quand on vient au monde, nos parents nous mettaient un petit 500 piastres, tu l'oublies, cette affaire-là. Tu lui dis même pas au petit. Rendu à 50, 60 ans, ce petit 500 piastres-là, ou ce petit 1000 piastres-là, va de 3, 4, 500 000 piastres. Les riches le font, ça fait partie de leur... Ça fait partie... C'est eux autres qui ont développé les lois. C'est eux autres qui connaissent la finance. C'est vrai. Tu sais? Ça fait que... ça, je trouve ça abominable. Je trouve ça abominable parce que, vous savez, on parle de conscience, puis on parle des plans, puis de l'invisible, puis tout. On est toujours dans le Christ invisible de marde. J'ai tellement fâché. Puis on n'est pas assez intelligent pour descendre ça ici, là. Puis regardez comment est-ce que ça se passe ici, là. Puis appliquer ces lois d'intelligence-là dans la matière. Fait qu'on n'est pas réellement, on est trop spirituel là, pour garder la finance d'un point de vue intelligent, là, d'étudier le système monétaire sur la Terre. Un jour, on va se réveiller. Moi, je le fais pour ma fille. Là. Moi, j'ai mis 50 000 piastres de côté pour ma fille. Elle a 21 ans. Là. Elle ne peut pas être touchée, ça. 50 000 piastres. 50 000 piastres, calculez ça, mais qu'elle ait 60 ans. 50 ans,
40 ans. C'est des milliers. Que l'arabe la laisse ou la laisse pas, ça va rien changer dans sa crise de vie. Ça veut dire? Très bien. C'est ça que je veux dire. C'est de la conscience critique. C'est de la conscience critique. Appliquée. C'est ça. Fait que... Puis, dans l'évolution d'une conscience, savoir travailler avec les zones de pouvoir, que ce soit la sexualité, l'argent, le prestige même, la renommée. De la conscience, ce qu'on appelle de la conscience, ce que j'appelle de l'intelligence. De l'intelligence, si ça ne sert pas ici, dans la matière, par rapport à la sexualité, par rapport à l'argent, par rapport à whatever it is, toute la dysfonctionnalité corporelle, toute la dysfonctionnalité psychologique de l'homme, toute la conscience expérimentale. Si la conscience, ça ne sert pas à éliminer et à brûler et à éteindre le caractère expérimental de la vie humaine, de la conscience, ça ne vaut pas de la merde. C'est simplement un exercice en spiritualité. Ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que je dis, c'est pas parce que des gens font de la recherche spirituelle qui sont intelligents. Parce que je connais des gens, moi, qui font de la recherche spirituelle, qui sont dans les écoles ésotériques par être d'or, puis sont jamais capables de se relever par les straps de leur bottine. Ils sont toujours là, sont toujours en arrière, ils sont toujours au bout de la scène, puis au bout de ci, puis au bout de ça, puis au bout de ci. Tu peux pas vivre ta vie toujours au bout de quelque chose. Un jour, il faut que tu attires la charrette. Bon, ben ça prend de l'intelligence. Ça prend une capacité de prendre ta conscience, de la descendre en matière, mais d'une façon créative. Parce que si tu n'es pas capable de résoudre l'élément expérimental de ta conscience sur la Terre, ben, c'est évident que si tu es né riche, ben, tu n'as pas ce problème-là. Mais tu vas avoir un autre problème. Fait que l'homme a un problème quelque part. Il faut que tu l'identifies, ce problème-là. Il faut que tu le règles once and for all. Fait que si tu le règles once and for all, là, c'est ça, pour moi, être intelligent. Descendre la conscience, ce qu'on appelle la conscience, la descendre. Sans ça, si on ne fait pas ça, ben, c'est de la conscience. Est-ce que conscience puis science, il y a un parallèle à faire? Parce que quand on parle de comprendre les mécanismes de conscience puis science, il y a un parallèle à faire seulement si la conscience est amenée à être exécutée intelligemment. Sur le plan matériel. Si la conscience est amenée à être exécutée intelligemment, c'est de la science. Si la conscience n'est pas amenée à être exécutée intelligemment, c'est de la spiritualité, et je vomis dessus. De la science, c'est de l'application. De la science, c'est de l'application de cette conscience-là. De la science, c'est de la confrontation entre ce que tu veux, ce que tu as besoin et ce qui est là, autour. C'est ça de la science. Le scientiste dans le labo, il prend ça, le matériel autour, puis il l'amène par méthodologie à une configuration qui se répète suffisamment pour que ce soit établi comme principe ou loi. Ça, c'est de la science. Même chose au niveau psychologique. Il y a une science. Si tu es en amour, puis tu l'aimes, ton petit Libanais, puis tu sais qu'il y en a 6 autres petites Libanaises dans son lit, il y a une science précise et exacte qui dit que si tu lâches pas ça, tu vas souffrir. C'est assez clair. Très clair. La science, la conscience. C'est ça. Merci Bernard.